Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place des Enjeux. Bienvenue à vous, que vous nous suiviez en direct via les réseaux sociaux ou bien via nos différentes télévisions partenaires du réseau Starlink. Vous nous suivez dans plus de 150 pays du monde entier, donc bienvenue à vous tous. Et puis également, je souhaite la bienvenue à tous ceux d'entre vous qui nous regarderont dans les différents replays. Alors ce soir, on va parler jeunesse. On va sortir un petit peu des stéréotypes habituels et puis voir comment jeunesse, banlieue et réussite peuvent se conjuguer. Et c'est à cet effet que j'ai deux invités que je vous présente immédiatement. Nicolas Trizna, bonsoir. Bienvenue, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors Nicolas Trizna, vous êtes vice-président du conseil départemental du Val-de-Marne. Vous êtes également le président du groupe Les Républicains Libres et Indépendants. Au sein du département, vous êtes en charge de la jeunesse et des collèges. Et puis vous êtes également à Thiers, vous êtes l'adjoint du maire de Thiers. Exactement. Enfin, l'un des. Voilà, l'un des adjoints du maire de Thiers. Très bien, bienvenue pour cette émission. Et à vos côtés, grand plaisir de recevoir Luc Ladir. Bonsoir Luc Ladir. Bonsoir. Bienvenue également à vous. Alors Luc Ladir, vous-même, vous êtes le premier maire adjoint de la ville de Vitry. Vous êtes... alors, je vais lire parce que vous avez beaucoup de responsabilités au sein de Vitry, de Vitry-sur-Seine. Alors, je vais lire. Vous êtes bien évidemment en charge de la jeunesse, mais vous avez également l'urbanisme, vous avez le logement, vous avez la gestion urbaine de proximité, l'emploi, la formation. Tout à fait. Voilà, donc un emploi du temps chargé, effectivement. Et merci à vous d'être avec nous ce soir. Vous êtes bien évidemment membre du Parti communiste également. Tout à fait. Et puis vous êtes conseiller territorial de l'EPT 12. Donc c'est une intercommunalité, l'EPT 12, qu'on appelle Grand Orly, Seine-Bièvre. Voilà. Très bien. Alors on va parler éducation, on va parler réussite dans les banlieues ce soir. Alors on va tout de suite parler avec vous, Monsieur Trizna, d'éducation. Alors, quand vous avez pris vos fonctions, il y a 108 collèges dans le département du Val-de-Marne. Vous avez tenu immédiatement à tous les visiter. Oui, en fait, ça partait d'un postulat assez simple, c'est que il me semblait ahurissant de réfléchir sans savoir de quoi on parlait. Oui. Donc, factuellement, en effet, quand je suis arrivé dans ce département, à l'époque, on avait 106 collèges, puisqu'on en a inauguré 2 depuis. Il fallait aller concrètement sur le terrain, parce que souvent, les gens vous disent, et c'est un classique de l'élu local, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Oui. Concrètement, ça a pris 1 an. On a fait 4 collèges par jour, 2 jours par semaine. Ça a pris un peu de temps, mais concrètement, aujourd'hui, je suis capable, pour tous les collèges du département, d'avoir une visibilité, de savoir de quoi on parle. Et c'est vrai que ça change tout. C'est-à-dire qu'on a essayé de répondre ensuite aux problématiques qui étaient soulevées partout, parce qu'en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que les problèmes étaient les mêmes dans beaucoup de collèges, et simplement, il suffisait d'essayer de trouver une solution. Vous voyez, un truc tout bête, il leur manquait, c'est rien, ça a l'air d'être un détail, mais c'est un détail qui change tout. Je suis persuadé que le vrai problème dans un collège, c'est la maintenance. Oui. En résumé, si on ne fait pas l'entretien tout de suite, si on n'intervient pas tout de suite, un petit problème en devient un gros. Vous savez, c'est le principe du petit trou et du gros trou. Vous avez un public de collégiens, par définition, des en pleine crise d'ado, c'est un petit peu turbulent comme public. Si vous avez un gamin qui envoie son cartable dans le mur, ça arrive, ça fait un trou. Oui. Si très rapidement on répare le trou, on n'en parle plus. Si à contrario on laisse le trou se développer, vous aurez d'autres collégiens qui feront pareil, et à la fin vous aurez un cratère. Et ça, je l'ai vu. D'ailleurs, c'était à Vitry, je crois que c'était dans des collèges de Vitry, c'était à Valès que j'avais vu ça à l'époque. Mais c'est particulièrement dingue, parce qu'en réalité, cette réaction, elle a besoin d'être immédiate. Et vous avez des collèges où il y a des gestions remarquables. Moi, j'avais vu notamment le collège des Atriolet, je crois qu'on en avait un peu parlé par téléphone, le collège des Atriolet à Champigny, qui a une quinzaine d'années, vous rentrez dedans, vous avez l'impression qu'il est neuf, alors que c'est l'un des collèges dits les plus défavorisés du département. C'est un REP+, et il y a une gestion remarquable. C'est-à-dire que le moindre problème est réparé immédiatement. Oui, justement, on parlera de la maintenance et puis de l'adaptation aussi des locaux. On y reviendra un peu plus avant dans l'émission. On a des vidéos d'ailleurs de 2 établissements. Ça nous permettra de voir à quoi ressemblent les collèges. Donc voilà un petit peu le bilan que vous avez dressé. Alors en arrivant, il était relativement mitigé en fait. C'était les bâtiments surtout qui vous interpellaient. Disons qu'il y avait un petit peu de boulot. Je pense que... Encore une fois, je vous disais, pour moi, la priorité était la maintenance. Les choix qui avaient été faits par la majorité précédente étaient peut-être plutôt de créer de nouveaux bâtiments plutôt que de gérer une maintenance réelle sur ceux qui existaient. Ce qui fait qu'on a parfois eu des grosses surprises. Dans la même année, par exemple, on a eu 4 collèges qui n'ont pas eu d'eau parce que les canalisations ont explosé. Mais en fait, on a découvert que simplement, en budgétairement parlant, on ne prévoyait que de changer des canalisations que dans un collège par an.
il y a 108 collèges, ça veut dire une qualification partielle. Il y a un moment, ça ne marche pas. Forcément, Donc ça, c'est des choses, mais c'est une question de pratique, c'est une question de changement, c'est une question de priorité. C'est vrai qu'on a plutôt prioritisé aujourd'hui cette volonté de maintenance, de réhabilitation, qui n'est pas finie. Lorsqu'on a fait un audit des collèges, on estime qu'il y a 75 collèges à refaire avant 2050. Donc on a encore du boulot. Donc oui. Mais on avance. Mais c'est bien, on avance, on progresse en tout cas. On va parler, on parlera plus avant effectivement des collèges, mais je voulais qu'on parle d'enseignement, puisque l'enseignement c'est fondamental, donc le rôle des enseignants est fondamental. Aujourd'hui, donc, on parle de motivation des élèves. Que doivent faire les enseignants? Je voudrais vous écouter l'un et l'autre sur ce point pour peut-être motiver les enfants. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas davantage de pédagogie? Oui, sur cette question sur l'école, je pense que c'est une question assez fondamentale qu'on a dans notre pays. Je pense qu'il y a bien une refonte, effectivement, qui est à faire au niveau de l'éducation nationale, mais je dirais que c'est surtout d'être à l'écoute des élèves. Peut-être que je vais prendre le micro à la main, ce sera plus simple, ce qu'on disait un petit peu en aparté. Je pense qu'il y a être à l'écoute des élèves, et puis il y a aussi cette pédagogie, c'est-à-dire il y a peut-être une manière... moi, je pense pas qu'il y ait de mauvais élèves et de mauvais enseignants. Je pense qu'effectivement, c'est comment ces deux entités vont se rejoindre, et comment on fait pour intéresser un jeune aujourd'hui à des matières, Voilà. à des matières, à des sciences, à des choses comme ça. Comment les rendre pratico-pratiques et moins institutionnel, je dirais, un petit peu de la manière d'apprendre. Et c'est vrai que vous voyez de nouvelles formes d'écoles qui sont avec d'autres pédagogies, la pédagogie Montessori qui existe depuis maintenant 10, 15, 20 ans. Oui. Et puis il y en aura des nouvelles. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter au niveau des choses au niveau du numérique également. Je pense qu'on a fait des tableaux qui sont numériques dans les écoles, dans les collèges notamment. Et puis je pense qu'il y a ce canal-là au niveau de l'aspect numérique, au niveau des réseaux sociaux, des choses comme ça. Oui. Effectivement, moi je suis pas pour tout faire en hybride, mais parce que rien ne remplacera le contact humain, et je pense qu'un enseignant avec un contact d'un élève, les élèves, même si vous voyez les collégiens, ils vous disent justement ils ont besoin de plus de liberté, qu'on soit moins derrière eux, mais en vérité ils ont toujours besoin qu'on soit un petit peu derrière eux. Enfin, je sais pas si M. Tristan est partagé, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai pu constater dans mon mandat d'élu précédent, parce que je m'occupais des collèges également et des lycées, et c'est vrai qu'ils disent toujours les parents, tu me laisses à la porte du collège, j'ai pas besoin de te voir, et puis finalement après ils sont en train d'appeler sur le portable leurs parents pour un oui, pour un non. Donc où est-ce qu'il faut mettre la limite et le tiers? Et je pense que pour l'enseignement c'est pareil. Je pense qu'il y a cette nouvelle technologie, cette manière d'apprendre de manière différente, et puis aussi comment rendre les choses ludiques tout en ayant la même exigence au niveau de terme de qualité, en termes d'apprentissage de connaissances. Je pense que c'est un petit peu ça. Et puis c'est peut-être que si aussi il y a certains enseignants qui le font très bien, mais je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on s'intéresse à eux. Quand on s'intéresse aux jeunes et aux élèves, eh ben, on voit qu'il y a un regard particulier. Ce regard particulier, finalement, il n'est pas que pour un qui serait que le bon élève, mais celui qui apprendrait moins vite ou qui apprendrait moins. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon, ça veut juste dire qu'il apprend d'une autre manière. Et je pense que c'est ça qu'il faut réinventer au niveau de l'école. Oui, tout à fait. Alors, je vais laisser M. Tristan réagir sur cette question de l'enseignement. Je partage en grande partie l'analyse. On a peut-être tendance à avoir une éducation nationale qui est un peu l'héritière de l'école de Jules Ferry. Dans la réflexion qu'on a, on a une connaissance morte. C'est-à-dire qu'on a une connaissance où le professeur, son rôle, c'est de transmettre de l'information. C'est de transmettre de la connaissance. Sauf qu'en fait, ce monde-là n'existe plus. Et je vous rejoins. Quand on a la connaissance au bout du doigt, tout collégien a un téléphone. Tout lycéen a un téléphone. Et aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, une tablette, un ordinateur. La connaissance est illimitée. Le problème, c'est non pas la connaissance, c'est de savoir reconnaître ce qui est de la réalité ou pas de la réalité, ce qui est une fake news, pour reprendre un terme à la mode. En vrai, c'est peut-être aujourd'hui ça la vraie évolution qu'on doit donner. C'est de permettre de développer le libre arbitre et la vraie capacité de critique. Et c'est peut-être ça l'évolution qu'on doit faire, parce qu'aujourd'hui, on n'empêchera pas la révolution numérique, elle est déjà là. La connaissance, elle est déjà là. Par contre, il faut arriver à l'accompagner. Il faut arriver à donner aux enfants la possibilité d'y arriver. Je rappelle qu'on est très très loin d'avoir atteint cet objectif. Il y a 2 ans, les chiffres ont un peu évolué, mais il y a 2 ans, 47% des élèves arrivant en 6e n'avaient pas une lecture fluide. C'est-à-dire que factuellement, on crée une société où un gamin sur 2 arrive au collège sans savoir lire. Oui. Donc là, concrètement, le libre arbitre, l'esprit critique, c'est pas le débat. C'est qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet. C'est qu'on crée une société. C'était ça le cœur de l'école de Jules Ferry. C'est le niveau, on n'y est pas arrivé. En fait, et aujourd'hui, aujourd'hui, on n'y arrive pas. Ce problème, oui. Et il va falloir s'adapter, il va falloir adapter notre réflexion. C'est vrai qu'il y a indéniablement aujourd'hui quelque chose qui coince. Et c'est pas une question de penser. Je vous rejoins, il n'y a pas de mauvais élèves. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas de mauvais élèves et qu'il n'y a pas de mauvais enseignants. Je suis persuadé qu'il y a des méthodes à adapter. Et que parfois, on a des méthodes qui ne sont pas forcément adaptées à tous les élèves. Et qu'on doit arriver à y répondre.
Et est-ce qu'il faudrait davantage de cours pour les professeurs, puisque est-ce qu'ils sont suffisamment formés aujourd'hui? Ou est-ce qu'il faudrait plus, on parlait de pédagogie, est-ce qu'il faudrait peut-être aussi revoir le rôle des inspecteurs d'académie? Je pense qu'il y a une... Alors, pour moi, j'aurais tendance à faire une révolution beaucoup plus large que ça, puisque j'aurais tendance à changer le rôle de l'enseignant. Je pense qu'aujourd'hui, on a trop un enseignant qui est à la fois le juge et le parti. C'est-à-dire qu'on a à la fois le juge, l'enseignant qui transmet de la connaissance, Oui. mais aussi celui qui mettra la note à la fin, la note qui pourra changer votre vie. Parce que concrètement, redoubler ou pas redoubler, aller dans une autre section, celle qu'on veut parce qu'on n'a pas une bonne note, en fait, c'est le professeur qui décidera. Oui. Et moi, je suis persuadé, c'est pas de moi, c'était il y a 25 ans un inspecteur d'académie qui avait écrit là-dessus. L'idée qu'il faut changer le rôle de l'enseignant et le faire passer du rôle du juge à celui du coach qui gère une équipe. Oui. Celui qui accompagne sa classe. Et je suis persuadé qu'on y arrivera. C'est pas de moi, c'est la vision de Socrate et de Platon. C'est simplement cette idée-là on accompagne, et qui rejoint d'ailleurs ce que vous disiez. L'idée d'accompagner, de répondre aux besoins. La vision de Socrate, c'est quand il y a un problème, on pousse jusqu'au bout du problème. Et quel que soit le niveau de connaissance. Et on prouve qu'en fait, il y a des choses qui sont évidentes. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, concrètement, vous avez tel programme qui sert à tel moment, et puis l'année prochaine, on fera tel programme qui ira à tel moment. Tout à fait. Pour aller sur une matière que je connais, sur l'histoire, c'est quand même très étonnant. Vous avez un programme d'histoire, il n'y a plus aucun suivi chronologique. Donc vous êtes capable de gérer une thématique, une période, et puis une semaine après, vous faites une autre thématique 500 ans après. Et ensuite, on est surpris d'avoir des élèves qui ne savent pas très bien si Charlemagne est avant Jules César ou après l'homme de Cro-Magnon. Mais c'est ça le débat aujourd'hui. Bien sûr. Non, vous avez totalement raison, oui, monsieur Ladir. Moi aussi, je pense qu'il faut redonner aussi du sens au travail au niveau des enseignants. C'est-à-dire que aujourd'hui, enseigner, c'est un métier plus que noble. C'est-à-dire qu'il y a l'apport de connaissances, c'est ce qu'on disait, mais l'apport de connaissances ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien dans le monde, justement, où il y a des gens qui ont des connaissances, mais malgré qu'ils ont ces connaissances-là, on voit bien, par exemple, dans la diffusion de l'information, la manière dont ça va être communiqué, ça va être interprété, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites dans le sens que ça devrait être. Et moi, je pense que redonner du sens au travail aussi aux enseignants, c'est-à-dire leur donner un cadre qui leur dit, voilà, vous allez pouvoir venir enseigner à des élèves qui ont tel type de difficultés ou d'apprentissage, mais de leur dire effectivement qu'ils vont pouvoir aussi s'y épanouir. C'est pas que la question du salaire, c'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'il y a une question pas une question de vocation, mais en tout cas le sens que eux ils vont se donner justement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui apprendre, comment enseigner, qu'est-ce que ça veut dire fournir aux élèves aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de tout apprendre? Voilà, moi je dis bien que peut-être dans un temps l'histoire, voilà, l'histoire est importante. Mais est-ce qu'on partage tous la même histoire ou pas? Et cette vision-là, elle doit être partagée aussi avec les élèves qui vont éveiller leur sens critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que l'élève justement puisse avoir une opinion et réfléchir et interréagir, il faut qu'on lui donne les éléments qui permettent qu'il dise bah, je vais changer de paradigme. Mais si on lui donne qu'une orientation, comment lui il peut dire que je veux changer de paradigme? Parce qu'on va lui dire c'est ça la bonne marche et c'est ça la bonne méthode. Donc il y a aussi cette réinterrogation-là aussi, comment les enseignants prennent du sens aussi dans leur travail face à quelque chose qui est difficile, il faut quand même le reconnaître. Ce n'est pas évident et ce n'est pas donné à tout le monde. Et vous voyez, c'est ça que moi aussi je trouve intéressant dans notre configuration de notre pays, c'est de dire qu'aujourd'hui enseigner, c'est pour ceux qui ont envie de donner ce temps. Imparti aux élèves et que là la manière dont on fait on dit bon ben finalement vous voyez quand on donne vraiment une vraie formation aux enseignants, qu'on leur donne les moyens de vraiment enseigner, ben c'est ça le gage de qualité, de réussite. La réussite ne se mesure pas que justement ce qu'on disait au résultat, vous voyez cette fonction un petit peu qui tombe, c'est bien, c'est pas bien, passable, peut mieux faire, vous voyez. L'enseignement c'est qu'est-ce que l'enfant va retenir, qu'est-ce que l'élève va retenir et qu'est-ce qu'il va en faire après. Et c'est pas parce qu'il aura 18 qui va en faire demain un très bon ingénieur ou quelqu'un qui va savoir écrire un livre. Vous voyez, tous les jours, la réussite, on la mesure, on voit bien qu'il y a des élèves qui n'ont pas fait des études, mais qui savent réfléchir et qui ont un sens critique. Exactement. Alors là, vous me faites une passerelle par rapport à la question que je voulais vous poser à tous deux. Justement, on parle de réussite. La question se pose depuis des années. Finalement, est-ce que ça a véritablement évolué au fil des ans, aujourd'hui, par rapport à il y a 20, 30 ou 40 ans, en termes de réussite dans les banlieues, bien évidemment? Moi, ma vision et mon analyse dirait que vous avez de plus en plus de jeunes qui font des études. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça, on le voit très bien. Maintenant, c'est comment on va rendre visible, justement, cette réussite-là, de ceux qui font des études, de ceux qui n'en font pas d'ailleurs même, mais comment on va rendre visible. Et c'est vrai que dans nos banlieues, on a tendance à prendre certains prismes qui vont toujours être négatifs et qui ne sont pas positifs, et qui fait que moi je viens d'une ville très populaire qui s'appelle Vitry. Moi j'ai pas été dans une école privée, mais j'ai fait toutes mes classes dans l'école de la République, et ça m'a pas empêché d'avoir un bac+5.
Et pourtant, j'étais dans un quartier très populaire, classé en REP pour mon collège et des choses comme ça. Donc ça veut bien dire qu'en fait, c'est comment les parents, tout l'écosystème, les enseignants, les collectivités, tout ça, comment on pousse à ce que on dise aux jeunes au jour d'aujourd'hui, quel ce que soit le chemin qu'il va prendre, ben, ce qu'on va l'encourager, c'est à faire des choses et à tenter. Moi, je préfère qu'on encourage les jeunes à dire ça que de leur dire va faire un CAP. Pour les garçons, c'était justement La voie de garage. la voie de garage, justement mécanique et choses comme ça. Les filles, faites comptabilité, faites secrétariat. Vous voyez, on a des choses un peu genrées. Oui, en Or que, plus. voilà, aujourd'hui, on peut avoir de très bonnes chercheuses qui sont des femmes, des hommes qui vont faire des métiers maintenant qu'on disait pas, qui étaient très masculins, mais que. Et donc voilà, vous voyez, comment on change un petit peu justement ce que je disais tout à l'heure, le paradigme, et c'est en montrant que quel que soit le chemin, ce qui compte, c'est pas le départ, c'est plutôt l'arrivée. Oui. Et aujourd'hui, avec la formation tout au long de sa vie pour les adultes, eh ben, on est en capacité. Et il y a des gens qui sont autodidactes. Vous avez des Totalement. formations aujourd'hui comme telles qu'Open Classroom, ou des gens qui vont se former, qui vont savoir coder. Des femmes qui n'ont rien, qui ne connaissent rien à l'informatique. Donc ça veut bien dire que on est doté d'une logique, l'être humain est doté d'une logique, et c'est comment on encourage à favoriser, à développer cette logique-là pour que les gens puissent se trouver et à s'épanouir dans ce qu'ils font. Pour moi, c'est vraiment quelque chose sur Oui, lequel l'épanouissement, c'est un point très important, effectivement. Mais Monsieur Trisnard. je rejoins parfaitement. En effet, il y a une question de faire un métier qui vous plaît. Ça a l'air bête, mais c'est aussi un vrai sujet. Et puis, il y a un sujet de fond qui est quand même, qu'est-ce que c'est réussir ? Concrètement, aujourd'hui, c'est triste à dire, quand vous êtes un jeune de banlieue, vos chances de réussir les grandes écoles sont très très faibles. Mais parce que ça fait depuis Bourdieu qu'on parle de la reproduction des élites. Aujourd'hui, quand vous rentrez à Polytechnique, si vos parents sont polytechniciens, vous avez 296 fois plus de chances de rentrer à Polytechnique. Donc on a quand même... Donc l'évolution, finalement, ça ne change pas. Aujourd'hui, on n'y est pas arrivé. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, et je vous rejoins à 100%, on a malheureusement, me semble-t-il, donné une mauvaise image de la banlieue. Et concrètement, quand on passe de banlieue, on pense plus souvent aux voyous qui brûlent une voiture qu'aux gamins qui réussissent. Et Dieu sait que des gamins qui réussissent, on en a plein. Et en fait, notre rôle, me semble-t-il, c'est de leur ouvrir le champ des possibles. C'est concrètement de leur dire, peut-être que tu n'as pas tout à fait les mêmes chances au départ, d'accord. Notre job, c'est de te tenir la main pour que tu y arrives. Parce que dans toutes nos banlieues, dans toutes nos villes, et quels que soient les quartiers, on a des gamins exceptionnels, qui ont des vraies compétences, mais ils ne savent même pas qu'ils les ont. Ils ne savent même pas qu'ils pourraient y arriver. Concrètement, je crains malheureusement que dans beaucoup de collèges ou de lycées, la probabilité qu'on leur dise qu'ils vont faire une bonne prépa, qu'ils vont ensuite aller faire une grande école et réussir parce qu'ils ont les compétences, c'est rarissime. On en parlera tout à l'heure parce qu'on a des dispositifs que le département a développés ou soutient. Mais on a vraiment cette question-là aujourd'hui, c'est comment on les accompagne pour y arriver, comment on leur dit qu'ils peuvent y arriver. Vous voyez un exemple tout bête, les stages. Oui. Je pense qu'on doit avoir à peu près les mêmes exemples. Les stages, aujourd'hui, concrètement, on a imposé des stages en troisième et des stages en seconde. C'est très bien. Ça permet d'avoir une vision sur le monde professionnel, c'est une super idée. Sauf que concrètement, quand vous avez un gamin dans nos cités qui cherche un stage, il cherche le stage chez papa-maman, quand ils peuvent, au franc prix du coin, parfois au laboratoire d'analyse, mais alors jamais un truc qui correspond à ce dont ils auraient envie de faire plus tard. Et notre job, me semble-t-il, c'est de trouver des moyens pour leur permettre de faire des stages là où ils ont envie d'aller, qui correspondent à leurs envies, parce qu'ils ont plein de compétences. Et je vous rejoins à 100%. Il faut aussi qu'ils fassent quelque chose qui leur plaît. Donc il faut leur expliquer ce qu'ils peuvent faire. Parce que Et leur donner confiance, en fait, c'est peut-être ça la base. Leur donner confiance. Et puis aussi leur dire que c'est pas au collège ou au lycée que tout se termine. Parce qu'en effet, on peut avoir concrètement, on peut arriver au bac et se rendre compte qu'en fait, ce qu'on adore, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, Oui. et devenir très brillant. Le nombre de cas de gens qui se sont révélés à 20, 30, 40 ans parce qu'ils ont fait la chose qui leur plaisait, ils sont devenus excellents dans leur domaine parce qu'ils ont fait la chose qui leur plaisait, c'est aussi ça le sujet. Oui. C'est que le cœur de l'objectif, c'est qu'il faut se faire quelque chose où ils réussiront, mais quelque chose qui leur donne envie de réussir. Et là, on a encore du boulot. Oui. Et on doit casser. Si moi, il y a une idée que j'aimerais qu'on retienne, et j'ai l'impression qu'on la partage, c'est je ne supporte plus la caricature de la banlieue. Parce qu'à longueur de journée, on nous explique en gros que ils n'ont pas les mêmes chances. Alors oui, ils sont défavorisés, oui, ils vivent dans les cités, oui. Oui, c'est une forme de victimisation en même temps. Mais en fait, sauf que cette victimisation, elle aboutit au final à l'inverse de ce qu'on veut. C'est-à-dire que ceux qui disent ça essaient de donner des excuses. Mais sauf qu'en fait, elle donne aux gens qui pourraient y arriver, ils disent de toute façon, c'est pas la peine, j'y arriverai pas. Oui. Et en fait, c'est pire que ça. C'est terrible ce qui est en train de se passer. C'est qu'on a des quartiers entiers qui disent j'y arriverai pas. On en parlait tout à l'heure. Nous, on a lancé un campus d'excellence
avec des gamins de Oui, dont villes on défavorisées. en parlera tout à l'heure, effectivement. Mais quand vous avez Ça, des c'est gosses important. de quartiers très défavorisés qui aujourd'hui, un an après, vous disent qu'ils veulent devenir neurochirurgiens, mais il y a un an, ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. C'est ça l'objectif, Bien c'est qu'il sûr. faut leur montrer qu'ils peuvent y arriver, et ils y arriveront. Parce Oui. qu'ils donneront les moyens d'y arriver, et on les accompagnera pour qu'ils y arrivent. Et justement, moi, je voulais votre avis sur tous les deux. Monsieur Dadir, comment les institutions publiques peuvent aller justement, est-ce qu'elles peuvent aider ou comment elles peuvent aider ou comment elles doivent aider la jeunesse justement à s'épanouir? C'est un rôle essentiel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, avant de venir vous rejoindre, nous on lance une concertation sur la ville de Vitry en direction des jeunes. Les institutions, c'est ça. Vous voyez, c'est un petit peu sortir des clous. C'est pas dans une salle de réunion, faire le brainstorming et nous à réinventer la ville et la vie. C'est plutôt en allant écouter un petit peu les jeunes. Vous voyez, dans notre pays, moi, c'est la question de la jeunesse, ça me passionne profondément parce que je me suis toujours dit comment ça se fait que finalement, en 2025, les préoccupations des jeunes sont toujours les mêmes de ce qu'il y avait au début du siècle. Oui. Vous voyez, moi j'ai regardé l'image de l'INA et là, c'est les mêmes prérogatives. Et je vous dirais qu'en plus, souvent, les jeunes de chez nous ont tendance à penser que justement, alors je dirais pas que tous ils se victimisent, certains se victimisent, mais il y en a d'autres, ils sont confrontés à cette réalité-là. Mais vous allez dans le monde rural, vous allez en province, vous allez voir que les problématiques des jeunes sont les mêmes que celles des jeunes de banlieue. Donc, donc là, on voit bien qu'il y a quand même un vrai problème de fond, et ça veut dire comment notre société, elle laisse la place aux jeunes. Moi, je pense que c'est le prisme fondamental. C'est quand est-ce que, justement, vous voyez, c'est comme si moi, je faisais 15 mandats politiques et que je ne laisse jamais la place aux jeunes. À un moment donné, je pense que dans ce pays, il faut, et quels que soient les corps de métier, quelles que soient les strates, les institutions, quand est-ce qu'on fait de la transmission ? Voilà, mon modèle, moi, n'est pas les compagnons, voilà, parce que c'est un bon modèle aussi, hein, mais je ne dirais pas ça. Mais je pense que, vous voyez, quand vous avez un grand-père, quand vous avez un grand-parent, quand vous avez quelqu'un de votre famille ou un proche de votre famille qui vous parle de son métier, qui vous parle de son activité, qui vous parle de son vécu et qui transmet quelque chose, c'est comme ça qu'on donne à un jeune envie d'aller quelque part finalement et on lui ouvre d'autres perspectives. Mais quand on n'a que certains choses qui se passent et que finalement vous n'avez pas de modèle aussi de représentativité, les jeunes n'y voient pas. Et donc nous on a des jeunes effectivement qui sont en banlieue, qui vont dans des valeurs, qui pensent refuge telles que par exemple qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, sportifs de haut niveau, footballeurs ou dans la musique. Et youtubeurs. Ou youtubeurs, influenceurs. Et qu'en fait il y a tout un panel d'autres choses dans lesquelles ils peuvent s'épanouir. Donc c'est ça en fait, le curseur c'est quand est-ce que dans ce pays on va donner les moyens, et les institutions c'est donner les moyens qui permettent d'accompagner, qui permettent aux jeunes comment d'avoir confiance en eux, donc l'estime de soi, et trouver leur place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes, quel que soit l'endroit où ils vont, et on va leur dire, c'est pas là qu'il faut être. Ils sont chez eux, ils ont envie de discuter ensemble, les parents disent, non, finalement, dans un petit appartement, va discuter avec tes copains en bas. Quand ils vont discuter en bas dans le hall, on leur dit, finalement, c'est pas là où tu dois être non plus. Donc le jeune, partout où il va, on lui dit, on le remet toujours en question, on lui dit, mais sa place. Où est ta place ? Sa place, elle est avec tout le monde. Oui. Avec tout le monde. Et c'est comment les institutions, aujourd'hui, on va trouver les moyens de créer des espaces justement où vont pouvoir se mélanger les jeunes, moins jeunes, et qui vont pouvoir faire le rôle de transmission. Exactement. Alors, et c'est là ce qu'on va... Pardon. Allez-y. Justement, c'est ce qu'on va voir parce que vous avez l'un et l'autre mis en place des actions concrètes et on va pouvoir les mettre en lumière dans cette émission. Et je vais rester avec vous, Monsieur Ladir, un instant parce que vous parliez d'épanouissement et je voulais qu'on parle des voyages que vous organisez pour les jeunes majeurs parce que ça, c'est un point important. D'ailleurs, on a une photo ici qui nous a été transmise par la ville. Donc, c'est pour quelle tranche d'âge et puis quelle en est l'optique ? Alors, ce sont plutôt les jeunes majeurs, dont 18-25 ans. Oui. L'objectif, ça fait depuis de nombreuses années que ça existe. On sent bien qu'on dit l'adage qui dit les voyages forment la jeunesse. Et nous, on pense qu'effectivement, les voyages, ça permet d'ouvrir. Ça permet aux jeunes de s'ouvrir aux autres, déjà, une autre culture, une autre vision du monde, et puis surtout à se connaître eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va voyager, on est un peu loin de son cocon familial, même si on a des copains. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de la mixité, justement, entre les jeunes, filles, garçons. Ça, on y tient, ça, c'est nos prérogatives. Et on essaye aussi de mixer, justement, aussi dans les quartiers. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des groupes de jeunes qui se connaissent forcément. Et donc, dans ce groupe-là, donc, ils vont devoir apprendre à se connaître. Et donc, l'idée, c'est justement de permettre aux jeunes d'aller regarder une autre culture, une autre façon de faire, de rencontrer d'autres jeunes aussi, finalement, dans un autre pays, et de voir finalement ceux qui disent que finalement on ne fait pas grand-chose pour eux,
vont pouvoir s'apercevoir que dans différents pays, on a des différences, mais que finalement on fait pas mal de choses quand même chez nous, et que c'est justement, on a les outils, mais comment les utiliser à bon escient, justement, pour faire plus d'autres choses. Donc voilà, c'est quelque chose que nous on tient en tout cas. Oui, à mettre en avant. Et ils sont choisis. Alors on fait un peu comme un appel à projet, voilà. C'est-à-dire qu'on dit, on fait une communication ville, municipale, qui invite les jeunes à se manifester, qu'il va y avoir tel voyage, et que dans tel pays ou pas. Des fois, on ne met pas trop selon les destinations parce qu'on peut avoir plus de choix que d'autres. Mais on leur dit que voilà, qu'il y a tel voyage. Et donc, ils viennent, ils candidatent avec un dossier. Ce sont la direction journaux, c'est des critères. Donc, on regarde un petit peu la motivation, justement. Alors, on ne va pas noter, mais on va regarder la motivation du jeune. Et puis, on va prendre effectivement, faire quelque chose où on fait tourner. Ce n'est pas les mêmes jeunes qui partent chaque année, justement, pour que tout le monde puisse y participer. Et donc, on regarde ce sont dans les dossiers. Et c'est couplé avec de l'humanitaire, je crois. C'est couplé avec de l'humanitaire. Oui, on ne voulait pas faire juste des séjours pour faire des séjours, justement. On regarde pour qu'il y ait des actions concrètes, pour que les jeunes se mobilisent, justement, et qu'on fasse rejaillir, justement, tout ce potentiel que les jeunes ont. Souvent, ils ont envie d'aider, ils ont envie d'aller vers l'autre. Et donc, on regarde, effectivement, selon les destinations. Ils vont aider des associations des associations sur place, des organismes, soit, par exemple, tous les voyages qu'on a fait au Vietnam, au Cambodge, c'était avec des orphelinats. Oui. On a fait des voyages aussi en Palestine. On a fait à Cuba, justement, pour regarder un petit peu ce que se faisait le système de santé cubain. Et puis aider les choses culturelles au niveau de Cuba. Oui. Et justement, au retour de ces jeunes, quel en est le bénéfice concret? Parce que je sais que vous l'avez vu. Oui, j'ai vécu, moi, très concrètement, ça change. Vous voyez, les jeunes qui sont partis à Cuba justement l'année dernière, justement, ils ont été frappés de voir cette jeunesse cubaine, justement, qui n'avait pas autant de moyens que nous, mais qui arrivait à faire plein de choses, qui était très créatif, justement, sur la créativité, sur les loisirs créatifs, que ce soit au niveau de la culture, de ce qu'ils pouvaient faire, de peindre, danser, l'art, la musique, la danse. Le chant, ils ont vu des jeunes qui pratiquaient le chant lyrique, justement, et donc ils ont vu des choses sur lesquelles qu'ils ont complètement transformé leur vision, justement, et donc ça fait un peu ce qu'ils appellent maintenant, les jeunes disent le game changer. C'est un peu cet électrochoc de se dire, finalement, on n'est pas si mal lotis en France, on a pas mal de choses, et finalement on a des outils, on a des moyens, nous aussi, pour nous permettre de réussir, et qu'en fait, on ne saisit pas toutes ces opportunités-là. Et notamment, moi, ce que je voulais dire, moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup frappé, en tout cas, c'est ces groupes de jeunes, justement, qui vont aider les autres dans les orphelinats, qui ont envie encore en ce moment de s'engager associativement, et de poursuivre cet engagement, ce qu'on appelle l'engagement citoyen, d'ailleurs, et qui poursuivent ici en faisant des maraudes, des choses comme ça. Donc ça donne des exemples. Et puis, on a l'autre exemple, les jeunes qu'on a été voir, le système cubain de santé cubain, qui aujourd'hui sont médecins. Vous voyez, j'ai marié la semaine dernière une jeune fille, il y a plus de 10 ans, on était parti sur un voyage à Cuba, voir la santé cubaine, et qui aujourd'hui est gynéco-obstétricienne. Ce sont vraiment des belles histoires et de beaux exemples concrets de réussite via justement les institutions publiques. Sachant que, si vous me permettez, bien sûr, justement, ce qui est intéressant, et je vous rejoins tout à fait sur une grande partie de votre analyse, on a une particularité, c'est qu'en fait, la jeunesse, tout le monde en parle, de préférence jamais les jeunes. C'est-à-dire que, et je crains que l'un et l'autre, on a un peu dépassé l'âge, et en fait, ce qui est compliqué, c'est d'aller arriver c'est quand on va les voir. Moi, j'ai testé ça, notamment dans mes délégations de la mairie, j'ai aussi la jeunesse. On a créé un groupe d'ambassadeurs, c'est-à-dire des jeunes qui ont participé à nos dispositifs et qu'on réunit pour leur demander concrètement, vous voulez quoi? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui peut vous apporter? En quoi on peut vous aider? Et en fait, moi, ce que je trouve très marquant à chaque fois, c'est qu'on a des débats de 1 heure, 2 heures. Ils sont adorables, ils sont très contents qu'on les voit, ils sont très contents de passer du temps avec nous. Ils sont surpris qu'on prenne du temps. Mais concrètement, d'abord, ils ne savent absolument pas ce qu'on fait. Et de manière générale, puisque la particularité, c'est que la jeunesse est une compétence dont tout le monde s'occupe. Région, département, mairie, intercommunalité, État, à tel point que je vous mets au défi tous d'arriver à connaître la totalité des aides offertes aux jeunes aujourd'hui. Sauf qu'eux ne sont pas au courant, ce sont les premiers à ne pas le savoir. Et quand on leur demande concrètement de quoi vous auriez besoin, on nous répond, il y en a un, je serai toute ma vie, qui m'a répondu, j'aimerais pas être à votre place parce que franchement, arriver à savoir ce que nous on veut, déjà que nous on sait pas, et ça m'a pas rassuré. Et en fait, c'est le cœur du sujet, c'est qu'en fait, on a une jeunesse qui a plein d'idées, mais quand on les met autour de la table et qu'on dit concrètement on fait quoi, et ben là ça coince. Et c'est vrai que c'est une des difficultés, et c'est vrai, et je vous rejoins tout à fait, on a un besoin de répondre à quelle est leur utilité, quel est leur besoin, quelles sont leurs envies. Et ça, on a parfois du mal à y répondre. Et en plus, on a une tendance qui, là, est un défaut très collectivité territoriale. Comme on a créé des dispositifs, vous savez, qu'entre le moment où on lance et le moment où il se passe, où le moment où ça se crée, il se passe 1 an, 2 ans, 3 ans. Et au bout du bout, on lance, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, oui, mais comment on a passé 3 ans pour le faire, on continue.
Et en fait, Bien on a sûr. parfois tendance à additionner les dispositifs sans jamais s'interroger au fur et à mesure. Et ça, c'est une vraie difficulté. C'est qu'en fait, on a parfois des dispositifs qui ont, alors certains, vous parlez de votre voyage, qui ont de l'antériorité et que ça marche, mais on a aussi des dispositifs qu'on a mis en place et on continue parce Oui, qu'on les ça a toujours manque lancés. de retour d'expérience, en fait. Et puis surtout, ça montre de l'idée de se dire, un jour on arrêtera et on mettra autre chose à la place. Tout à fait. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et ça, c'est vraiment lié à nos collectivités territoriales, parce qu'en fait, on est tous des grosses machines et qu'en fait, ils travaillent très bien, mais pas forcément au besoin qui est celui d'une jeunesse qui évolue énormément. Oui. L'exemple le plus symbolique, c'est notre communication. On a une communication institutionnelle, ce qui est logique. Quand une collectivité Bien sûr. s'exprime, elle parle de manière institutionnelle, de manière, j'allais dire, un peu solennelle. Sauf que vous ne parlez pas du tout des jeunes de la même manière. Donc, c'est pas le Concrètement, même langage. c'est d'ailleurs le premier sujet. C'est qu'en fait, si souvent ils ne sont pas au courant de ce qu'on fait, c'est que simplement ils ne lisent pas ce qu'on propose. Je ne suis pas sûr que beaucoup de nos jeunes lisent nos journaux municipaux, aussi exceptionnels soient-ils. Je ne suis pas sûr que beaucoup de nos jeunes nous suivent sur les réseaux sociaux. Notamment, l'exemple type, c'est Facebook. Toutes les Oui. collectivités sont sur Facebook. Il n'y a plus un jeune qui regarde Facebook. C'est ma génération qui la regarde. C'est dépassé maintenant. Mais ma génération est connectée. Oui, tout à entre, fait. 30 et 50 ans, Oui, ils oui. regardent. Sauf que les 18-25, pas du tout. Les 12-25, encore moins. Et c'est une vraie question. C'est qu'en fait, il faut qu'on arrive à capter leur attention, à communiquer avec eux, à échanger et arriver à monter des projets qui leur servent aujourd'hui, mais qu'on commence à créer aujourd'hui pour que ça se mette en place à la vitesse de nos collectivités dans 2 ans et que ça soit encore à d'actualité dans 2 ans. Et Oui. c'est pas si simple. Effectivement. Mais Monsieur Ladir, tout à l'heure, nous parlera, on peut communiquer avec les jeunes, on peut leur demander leur avis sur des sujets et vous nous l'exposerez tout à l'heure, vous nous direz comment faire. En attendant, on va partir, alors on va regarder une petite vidéo. On va partir ensemble dans le Val-de-Marne, nous y sommes et nous y restons. On parlait tout à l'heure des collèges, on va regarder 2 vidéos, 2 collèges et voir un petit peu comment peut s'organiser la vie dans ces collèges. Monsieur Trisna nous commentera juste après les vidéos. Monsieur Trisna, je vais vous laisser nous commenter ces belles images que nous voyons de collège. Là, les 2 collèges que vous venez de montrer sont sans doute parmi les collèges qui marquent le plus, parce que c'est ceux dont on a lancé la construction. C'est-à-dire quand on est arrivé, on a appuyé sur le bouton de ces 2 collèges en particulier, le collège Gisèle Halimi d'Ivry et le collège Christiane de Roche-Tome-le-Court, qui à l'époque s'appelait Brassens. Et ils cochent beaucoup de cases. D'abord, ça a l'air déjà c'est symbolique, mais on a donné des noms de femmes. Parce que dans ce département, sur 106 collèges, je crois qu'il y avait moins d'une dizaine de femmes. Donc on a inauguré que des noms de femmes depuis qu'on est arrivé. Et des femmes qui ont marqué d'une manière ou d'une autre. J'ai la limite, c'est assez évident. Christiane Desroches-Tome-le-Court est un peu moins connue. C'était que simplement rien de moins que la conservatrice du musée du Louvre, qui est celle qui a sauvé Abou Simbel en Égypte. Mais ce qui est intéressant dans ces choix, c'est d'abord que c'est des collèges faits pour des collégiens. Je m'explique. C'est que souvent on a tendance à avoir aussi un fonctionnement en collectivité où on a des architectes qui se font plaisir, qui font un très beau bâtiment, superbe, un geste architectural. Le département est rempli d'œuvres d'art, d'architectes qui sont exceptionnels, sans doute, mais qui ne sont pas du tout adaptés pour des collégiens. Là, on a des collèges qui répondent aux besoins. C'est-à-dire que, par exemple, sur Gisèle Halimi, vous n'avez pas d'angle droit. Vous avez des plans coupés. Ça a l'air de rien, mais concrètement, quand vous avez des gamins qui se bousculent, ça arrive, Oui. ils ne se blessent pas contre le mur, parce que c'est un plan coupé. Ah oui. On a des collèges qui s'adaptent aussi aux difficultés des lieux.
Et l'exemple des 2 collèges que vous venez de voir, c'est d'abord, Gisèle-Halimi, c'était un terrain extrêmement contraint. Et on a un collège où on ne voit pas, roulez-vous sur les images, on ne voit pas qu'en fait, il y a tour d'immeuble d'un côté, il y a une rue sur le deuxième, on avait un tout petit terrain. Et on s'est vraiment adapté pour répondre aux besoins. Pour Christiane Desroches-Neublecourt, c'est encore plus compliqué. C'est un collège qui est sous les voies d'avion. Vous avez l'aéroport d'Orly à moins d'un kilomètre. Et concrètement, quand vous êtes à côté du collège, vous avez des avions toutes les 2 minutes. Vous êtes dans le collège, vous n'entendez pas. Ces 2 collèges, il y a une insonorisation assez impressionnante. Et d'ailleurs, on le voyait un peu, la cour de récréation est recouverte. Ce qui fait qu'en fait, quand on est dedans, on est beaucoup moins gêné par les avions. On a aussi on a des bâtiments dits passifs. C'est-à-dire qu'on a des bâtiments avec une très bonne isolation thermique. Ce qui fait qu'en fait, on fabrique plus d'énergie qu'on en consomme. On a des panneaux photovoltaïques au-dessus. Et on a une fabrication, ce qui fait qu'on est quasiment autoconsommateur. Enfin, quasiment, on n'a quasiment pas de perte d'énergie. On a des isolations exceptionnelles. Moi, j'ai inauguré Christiane Desroches-Neublecourt. La première fois que j'y suis allé, c'était en plein milieu d'une rentrée très très chaude. Il y a 2 ans, on avait un début de canicule au mois de septembre. Je vous certifie qu'il y a beaucoup d'élèves et de profs qui auraient aimé être dans ce collège ce jour-là. On rentrait dans le collège, il n'était pas chaud. Parce que c'est remarquable d'un point de vue isolation. C'est important quand on prépare les examens en fin d'année pour les collégiens. Voilà, c'est un vrai besoin. Nous adapter au changement climatique vont être un besoin de nos collèges. Et les collèges qu'on construit aujourd'hui, ils le sont. C'est vraiment qu'on a des collèges exemplaires d'un point de vue énergétique, exemplaires d'un point de vue isolation. Et vraiment, ça marche extrêmement bien. Et je vous dis, et encore une fois, moi, ce qui me plaît beaucoup dans ces 2 bâtiments en particulier, d'abord, ils sont factuellement beaux, mais ça c'est subjectif. Mais surtout, ils sont vraiment adaptés. C'est-à-dire que vraiment, tout a été pensé par un usage. Et ça, pour le coup, c'est aussi lié à un usage du département. C'est que ça fait 40 ans qu'on fait des collèges, donc on sait aussi s'adapter pour en faire et pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Les pratiques ont beaucoup évolué. Par exemple, un truc tout bête, les trottinettes. Il y a 15 ans, personne ne pensait qu'on aurait des nuées de trottinettes qui arrivent dans les collèges. Dans les collèges, aujourd'hui, il faut un endroit pour les ranger. Vous avez des garages complets pour ranger les vélos et les trottinettes. Mais vraiment, on a tout ce besoin-là de répondre aux besoins des collégiens, de répondre aux besoins des enseignants également, de répondre, par exemple, vous savez que le département dote chaque collégien qui arrive en 6e d'un ordinateur. C'est quelque chose qui était fait par l'ancienne majorité qu'on a continué. Mais notre question, c'était d'améliorer aussi l'usage. Donc vraiment, c'est de travailler là-dessus. Donc on a des salles connectées, on a des salles aujourd'hui, on a du Wi-Fi dans tous nos collèges. On a vraiment amélioré aussi cet usage. On a des prises dans un certain nombre de salles de cours pour permettre simplement qu'ils puissent charger l'ordinateur. Ça a l'air idiot, mais quand c'est pas chargé, ça marche moins bien. Vraiment, on a fait tout ce travail-là pour améliorer l'usage et pour que les enfants aillent dans un beau lieu. Surtout que moi, je suis persuadé, et c'est peut-être une des clés, je suis persuadé que quand on fait confiance à des collégiens et qu'on leur montre qu'on a fait quelque chose de beau, ils ont moins tendance à se dégrader. Oui. Et je suis persuadé que c'est vraiment une des clés. Alors bien sûr, il y aura toujours de la petite dégradation parce qu'on reste sur des collégiens en pleine adolescence. Mais majoritairement, ils feront moins de dégâts parce qu'ils voient qu'on s'intéresse, ils voient qu'on s'est intéressé à eux. Et j'en suis absolument persuadé. Et puis, je pense grosso modo que je vous ai à peu près résumé ce que je pense de ces 2 bâtiments. Exactement. Alors, Monsieur Ladir, effectivement, on peut parler aussi des bâtiments scolaires de Vitry. Le bilan à l'heure actuelle, est-ce que ce sont des bâtiments qui nécessitent beaucoup de maintenance ou des maintenances importantes ont été faites ? Oui, c'est ce que M. Trinard a rappelé. Oui, les bâtiments, de toute façon, demandent toujours beaucoup de maintenance. Après, c'est effectivement la question des moyens. Et même si on veut faire des choix prioritaires, effectivement, il y a la question des moyens qu'on va y mettre. Après, c'est vrai qu'effectivement, nous, sur ce segment-là, on a beaucoup effectivement de groupes scolaires au niveau élémentaire et maternel, et on a aussi pas mal de collèges sur la ville de Vitry. Oui. Et donc, c'est vrai que le département, là, le dernier qui était livré sous l'ancienne majorité, en tout cas, c'était le collège Maurice et Odette Audin. Oui. Donc le nom, vous voyez, aussi féminisé, mais aussi qui a du sens au niveau de l'histoire et de certains combats qui ont été menés. Et ça avait du sens en plus qu'en plus M. Audin était une famille qui était vitriote aussi. Donc vous voyez un peu pas mal donc c'est vrai qu'il y a des nouveaux bâtiments qui ont des vraies nouvelles performances énergétiques. Et ça c'est important parce que effectivement ce qui était la manière dont il était construit auparavant et ce qu'on a aujourd'hui, ça aurait été quand même vraiment déconnectant de ne pas construire un petit peu aujourd'hui sur les manières dont il faut s'adapter. Et puis la question de l'acoustique, la question aussi comment dans le collège, si on ne veut pas des choses un peu trop genrées pour les garçons qui puissent prendre toute la place dans les espaces, notamment quand ils vont jouer au foot, au basket, et ben aussi il faut offrir des espaces où tout le monde peut se mélanger. Moi, c'est quelque chose que... Oui, la mixité, c'est un point important. La mixité, c'est important. Et puis c'est vrai qu'on voit très bien aujourd'hui les jeunes, comment ils s'emparent. Ils ont différents jeux qui sont plus ou moins dangereux parce que c'est à la mode et que c'est dans les trends de ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Eux, c'est Snap. Et dès que Snap, il y a quelque chose qui part, et ben, ils s'engouffrent là-dessus. Et c'est vrai que construire des beaux bâtiments, c'est important.
Mais moi, je reviens toujours sur cette question d'accompagnement, comment on met les moyens, notamment là où il faut en mettre, justement. Et justement, Euh, d'un point de vue budgétaire, est-ce qu'il vous manquerait, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, les budgets sont assez restreints dans tous les domaines, est-ce qu'il vous manque des budgets? Est-ce que le département, justement, vous aide suffisamment en termes de budget? donc, On n'aurait pas le droit, c'est pas notre Vous compétence. ne Donc, pouvez pas, financer un bâtiment hormis, scolaire, c'est la compétence ouais, stricte de la mairie. c'est la Même si on voulait, on pourrait pas. ouais. D'accord. Le scolaire, effectivement, élémentaire, tout ça, Pour le collège, c'est la mairie, et c'est le vraiment- collège, c'est les départements. voilà. Donc, effectivement, pour non, le on, collège. collège. on sollicite les institutions quand les collèges ont besoin, sur tel projet pédagogique également. Nous aussi, on participe, hein. Par exemple, sur l'accompagnement sur les projets scolaires, nous, on participe avec une aide au niveau des collégiens, Oui. justement pour les séjours, des choses comme ça. On fait des aides, nous, la ville, qui permettent justement aux collégiens de partir justement sur tel projet pédagogique qui aurait mis en place un enseignant, des choses comme ça. Vous voyez, donc on Oui. aide sur le coût du transport, on aide aussi les collèges avec une aide bien spécifique nous sur la ville où ils ont des cars supplémentaires Oui. sur les différentes activités, notamment toujours sur des projets pédagogiques évidemment. Il ne s'agit pas de sortir comme ça les élèves, et c'est plutôt toujours avoir en lien avec un projet. Oui. Donc on aide de ces manières-là et justement d'avoir cette Oui, emprise-là. c'est l'aide à la scolarité, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais il faut bien voir quand même, alors, je pense que là on va être tout à fait d'accord. D'ailleurs, on est assez d'accord depuis le début. Mais factuellement, il y a un débat qui, moi, m'agace de plus en plus, c'est la vision de l'État vis-à-vis des collectivités. La fameuse dotation globale de fonctionnement. Vous savez, on parle Oui, son temps à dire tout à que fait. l'État s'est présenté comme un cadeau fait aux collectivités, et concrètement, on n'a pas de raison de leur faire un cadeau, donc on diminue l'enveloppe. C'est pas ça du tout la DGF. La DGF, c'est le principe quand, en 1982, on a refilé aux départements et aux mairies les écoles, les collèges, et on a fait la décentralisation. Et justement, à l'époque, on a donné les moyens. C'était la DGF. L'idée, c'était on vous donne le bâtiment, mais on vous donne aussi de quoi l'entretenir. Et en fait, depuis une vingtaine d'années, on a tendance à dire que cette ligne-là, c'est un cadeau qu'on fait aux collectivités. Ben non, en fait, c'est le principe de la décentralisation. C'est cet argent-là, il sert à gérer les bâtiments qui, pour le coup, étaient parfois dans un très, très, très mauvais état. Oui. Et on en hérite encore aujourd'hui. Hein. Si on a un collège pollué à Vincennes, c'est simplement parce que l'État nous a refilé, il y a 40 ans, un bâtiment qui avait été construit sur des nappes de pollution. Il y a plus d'un siècle avant. Et on a ce débat-là, et la question de la DGF et du soutien de l'État est nécessaire. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, l'idée qu'on répète tous les ans, parce qu'à chaque budget on l'entend, on donne trop d'argent aux collectivités, ils dépensent trop. Bah non, en fait, on entretient les bâtiments que l'État nous a donnés à une période, et la moindre des choses, c'est que l'État continue à donner l'argent qu'il devait nous donner pour l'entretenir. Tout à fait. Effectivement, je vois qu'on se rejoint sur ce point-là, monsieur Tristan. Donc, il faut demander à vos collègues et partenaires qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale et les sénateurs de voter dans ce sens-là. Et comme ça nous permettra d'avoir les moyens, justement, pour poursuivre les politiques que nous menons localement pour donner une meilleure réussite à nos élèves. C'est bien tout le discours qu'on mène et qu'on apporte. D'ailleurs, encore le président de Capitano a encore écrit il y a quelques jours aux différents parlementaires sur le sujet. Et je vous rappelle que pour le coup, cette question-là, elle date de plus de 20 ans et qu'on a eu des majorités de tous les bords politiques qui sont passés à un moment ou à un autre. Et malheureusement, on a une tendance qui, pour le coup, n'est pas une tendance, pardonnez-moi, à droite-gauche, qui est une tendance beaucoup plus basique, élus locaux proches du terrain et réalité de personnes parfois un peu éloignées qui ne se rendent pas compte de la réalité de ce que ça implique. Alors effectivement, cette question budgétaire, elle est importante, mais difficilement, à l'heure actuelle, difficile de trouver des solutions, si ce n'est au niveau de l'État. Alors moi, je voudrais qu'on parle avec vous, Monsieur Ladir, d'un point qui est important, puisqu'on va revenir vraiment vers les jeunes, c'est le aller vers. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous mentionniez tout à l'heure. Aller vers, c'est aller vers les jeunes des différents quartiers. Vous-même, vous initiez justement, et c'est ce dont on parlait, et je veux que vous nous expliquiez, vous initiez en mai des rencontres avec la jeunesse. Oui, Et effectivement. on vous voit d'ailleurs, là, c'est une photo qui date de 2023, je crois. Oui, 2023, On vous c'est voit, un voilà. aller vers justement dans une réunion, dans un conseil de quartier, puisqu'on a des conseils de quartier sur lesquels notre ville est attachée. Moi, pas trop, parce que je trouve que c'est pas la meilleure des manières démocratiques de consulter les gens, mais ça existe, vous voyez. Mais voilà, moi je plaide pour qu'on change justement de méthode, mais ça prend son temps. Et donc là, effectivement, on était parti rencontrer des jeunes du quartier Balzac, un grand quartier de notre ville, des jeunes qui voulaient me montrer un petit peu leur quotidien. Et on avait un city stade, puisque c'est vrai que aujourd'hui c'est là où ils se rencontrent. C'est un lieu de rencontre, ils font du sport. Ils peuvent jouer aux cartes, enfin ils font un peu tout ce qu'ils veulent, et ils voulaient nous montrer un petit peu leur quotidien. Et effectivement, oui, là on disait, il y a une place qui s'appelle la place Owen Benziane, et dans cette place-là, justement, quand ils y sont,
ça dérange les voisins. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais concrètement, Voilà. c'est comment dire aux parents, aux gens, effectivement, que d'accord, ils dérangent, mais peut-être que c'est préférable de les avoir là que Oui. de les avoir autre part, où ils vont peut-être commettre d'autres choses qui seraient peut-être pas sous l'œil d'un adulte, justement, qui pourrait leur dire, bah, justement, vous allez peut-être faire une petite bêtise, et c'est Mhm. peut-être pas le moment. Et donc, vous voyez, cette place-là, bah, c'est exactement ce qu'ils venaient nous dire aujourd'hui. Bah, chaque fois qu'ils ont un endroit, on leur dit, donc ils me disent, bah, justement, sanctuariser encore plus le City Stade. Et aujourd'hui, l'idée n'est pas de sanctuariser ou de créer une niche, parce que notre société crée des niches. L'idée, c'est de dire que, bah, effectivement, vous êtes la jeunesse d'aujourd'hui et vous avez votre place en même temps que les autres. Et donc, comment on peut faire pour améliorer nos... C'est pas juste la réparation du filet, c'est ce qu'ils avaient demandé ce jour-là d'ailleurs. Mais voyez, moi, je pense que c'est plutôt plus fondamental, c'est-à-dire que comment on montre dans notre société que le jeune, il existe et et sa voix a droit au chapitre. Oui. Et Et il peut être force de proposition, et c'est justement ce que vous voulez démontrer via ces rencontres. Et oui, d'ailleurs, c'est là, vous veniez juste, vous sortez je venais d'une de juste ces, sortir justement au voilà, d'une centre-ville. rencontre, voilà, Et ben la exactement. concertation, on passe par les canaux qu'ils ont. Effectivement, il faudrait peut-être qu'on s'y emploie un peu plus, même d'ailleurs, mais c'est ce que disait M. Trisna, c'est-à-dire la lourdeur aussi administrative et comment Oui. on s'y. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux pas m'inventer influenceur et je vais pas non plus prendre un agent territorial en lui disant tu vas t'inventer un influenceur, c'est un métier, c'est une technologie, puis il faut savoir s'adresser aux jeunes. Mais par contre, on peut prendre des relais. Et voilà ce qu'on a dit. Donc, nous, on n'a pas de baguette magique, mais par contre, on a des jeunes relais. On a des associations qui sont sur le terrain, qui offrent beaucoup. On a des centres sociaux également. Donc, on prend tous ces canaux-là, justement, et on va un peu à la rencontre. Et puis, on essaie de se mettre aussi dans des endroits où on sait que c'est un peu les endroits où il y a du passage. Et on va capter des jeunes, donc notamment avec nous, le tram devant la mairie, Oui. devant la place Michel Mandela. Donc, on va vers eux, on leur pose des questions. Et puis, je pense, plus on y va de manière très simple, très décontractée, et moins institutionnelle et moins cornacée, ça montre que finalement, on peut s'adresser à eux sans. Et que finalement, que leur voix est importante également aussi, pas simplement pour faire justement prendre l'aspect jeunesse, il faut avoir cet aspect-là, mais pour dire que leur voix compte et que cette voix, si elle est entendue, elle va donner aussi justement des choses très pratiques. Mais oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est de construire la politique jeunesse en fonction des attentes des jeunes. En fait, c'est là le but Le initial. but, effectivement, c'est que ça le but. Le but, c'est de construire là. Sinon, on va être déconnecté et on va reprendre des choses qu'on faisait il y a 20 ans, 25 ans, qui ont marqué leur temps, qui ont marché dans ce moment-là. Mais aujourd'hui, on est en 2025 et on voit très bien qu'il faut aller sur d'autres champs. Et il faut justement pouvoir se connecter avec eux et échanger avec eux qui nous disent, mais pas en venant dire si finalement c'est open bar et vous nous dites ce que vous voulez, en leur demandant des choses un peu concrètes aussi qui vont Oui, il impacter faut leur qu'il y ait un quotidien. cadre, bien sûr. Oui, parce que si vous allez voir des jeunes comme ce que j'avais fait il y a 10 ans, moi les jeunes de Vitry par exemple m'avaient dit il faut faire comment ça s'appelle, un parc d'attraction par exemple, vous voyez. Et aujourd'hui, vous voyez, on a eu des paroles des jeunes filles justement, où ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de jeunes filles qui s'expriment beaucoup plus au jour d'aujourd'hui, qui n'ont pas peur justement, qui ont confiance en elles et qui disent des choses intéressantes et par exemple, aujourd'hui, il y avait un mur d'expression où elle disait, il fallait on construise un monde plus juste. Vous voyez, donc ce combat de justice sociale, vous voyez, c'est des choses qu'on pense que justement les jeunes ne captent pas. Mais quand vous avez une jeune fille aujourd'hui qui a 17 ans qui dit voilà, je veux un monde plus juste, ça marque quand même. Vous voyez, moi, ça m'a beaucoup marqué de dire ça. Ça veut dire que pour elle, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas en équilibre. Et ça doit nous alerter justement pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire localement, déjà à notre Oui. niveau, pour faire des choses plus justes qui fassent que les institutions publiques et politiques comme les nôtres, elles aident les jeunes à s'épanouir, à s'émanciper. Oui. Si vous Je vous me en si vous me prie, permettez, bien alors, sûr. je vous rejoins tout à fait sur la question du partage de l'espace public. C'est là le cœur du sujet. C'est qu'on a tous les mêmes exemples Oui. et on a tous en effet les jeunes qui se regroupent et les gens habitants qui à côté qui disent ah non, les jeunes ils nous embêtent. Bah non, en fait, ils ont aussi le droit de vivre. Et la vraie question, c'est le partage de l'espace public. Mais se rajoute aussi à ça comment on s'adapte, parce qu'en fait, nos vies de collectivité sont gérées autour de la vie associative en grande partie. Et on a Absolument. indéniablement partout un vieillissement de vie associative parce que en fait, les nouvelles générations n'ont pas le même fonctionnement. C'est-à-dire que souvent, ils ont un fonctionnement, j'allais dire, de one-shot. C'est-à-dire qu'ils s'engagent à fond sur un projet. Oui. Une fois que le projet est fini, on passe à autre chose. Oui. Ce qui n'est pas le fonctionnement associatif du tout. Le fonctionnement Oui, c'est du long associatif, terme. On fait, là, j'ai tout à l'heure avec une association, ça fait 65 ans qu'ils vivent dans la commune. Ils font plein de choses géniaux. Oui. Géniales plutôt. Mais concrètement, c'est pas eux qui attirent la public le plus jeune, c'est évident. Notre vraie difficulté, notre difficulté qu'on se partage tous, c'est comment ces nouvelles générations qui montent, ceux qui ont 18, 25, 30 ans aujourd'hui, vont aussi faire vivre nos collectivités demain au sein de ces associations qui sont le cœur dynamique de nos villes. Et ça, c'est une vraie interrogation. Et comment arriver à nous adapter justement peut-être à leurs projets ponctuels et répondre, par exemple, en lançant des appels à projets, en lançant un vrai accompagnement,
et puis être capable de nous adapter de manière sans doute beaucoup plus réactive que nos collectivités le permettent aujourd'hui. Oui. Ça, c'est un point effectivement important et vous rejoignez l'un et l'autre sur ce sujet. Et on va continuer dans le concret, on va rester à Vitry-sur-Seine, on va regarder une petite vidéo, voir quelques exemples de ce qui se fait à Vitry-sur-Seine par le biais de la direction de la jeunesse. Alors, beaucoup de très belles actions au sein de Vitry. Bravo à la ville. On parlait tout à l'heure de mixité sociale. L'important, c'est aussi de décloisonner. On a vu certains projets. Moi, je voulais que vous nous parliez de certains projets qui sont mis en œuvre. Il y a un tournoi de foot Il y a un tournoi de foot interquartier qui est porté justement par une association de jeunes qui s'appelle ADC, Avenir des Chouchous, Oui. et qui réunissent, dans Vitry, on a à peu près 11 ou 12 quartiers, et qui réunit tous les quartiers justement, dont l'objectif c'est que les jeunes apprennent à se connaître entre eux et n'aient pas une vision territoriale que de leur quartier, mais plutôt de dire finalement qu'on soit de tel ou tel quartier, que je vienne de Robespierre ou que je vienne du Boulin-Vert, je suis quand même Vitrio. Oui. Et en fait finalement on a le même territoire en fait. Et je trouvais cette initiative-là de ces jeunes-là vachement formidable parce que c'est eux qui ont initié autour du foot, Oui. avec les valeurs qu'ont le sport justement de partage, d'échange, de compétition aussi, puisque c'est une compétition avec un enjeu où ils gagnent effectivement, quelle est la meilleure, l'équipe de quel quartier qui va remporter. Mais si vous voulez, je trouvais ça formidable que ce soit des jeunes qui font quelque chose pour eux-mêmes. Et je trouve que c'est ça qu'on doit essayer, nous, en tant qu'institution, de mettre en valeur et en visibilité, justement, pour leur donner encore plus conscience. Parce que c'est ça qui va faire que ça va faire regagner, justement, les choses qui sont un peu... qui tombent dans des études ou qui tombent, effectivement, l'engagement que les jeunes peuvent avoir. Parce qu'on voit très bien que quand il y a quelque chose qui les intéresse, ils s'y engagent fortement. Ce qui est bien, en plus, c'est que ça réunit à peu près 3000 jeunes... 3000 jeunes, alors c'est pas tous les jeunes de la ville, mais c'est quand même énorme. C'est énorme. Surtout pour eux, c'est une grosse organisation. Et donc nous, on vient en appui justement sur l'aspect technique, le lieu, les éléments au niveau de ce qu'ils ont besoin. On les accompagne aussi là-dessus avec des subventions. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a les gens qui aiment le foot. Et puis finalement, il y a même ceux qui n'aiment pas le foot qui viennent parce que c'est l'endroit où il faut être. Et comme les jeunes communiquent, et on a énormément beaucoup de filles qui viennent, beaucoup de jeunes filles, et donc ça crée une émulation, et c'est vrai que moi on trouve ça vraiment formidable, en tout cas nous en tant que les élus, d'encourager ce type d'action que les jeunes mènent là-dessus, quoi. Oui, ça crée des passerelles entre les jeunes, ça renforce le sentiment d'appartenance aussi à la ville ou au département, puisque ça attire des jeunes d'autres... ça attire, effectivement, on a vu des jeunes d'autres villes justement qui vont sauter. Voilà. Alors c'est vrai qu'ils ont organisé la CAN dans les quartiers et choses comme ça, mais là, Dead Cup, on voit bien qu'il y a d'autres villes du département qui s'intéressent fortement à regarder le modèle. Donc j'ai dit aux jeunes de déposer leur modèle parce que finalement. Mais en tout cas, ce qui est important, moi ce que je trouve en tout cas qui est important, c'est quelque chose qui est fédérateur et qui amène justement à cette jeunesse qu'on dit souvent justement qui ne réfléchit pas, qui sont sur d'autres prismes. Là, bien montrer que finalement c'est eux qui organisent eux-mêmes. Nous, on donne juste les outils qui leur permettent de réaliser leurs projets. Et c'est comme ça que je pense qu'on va avoir d'autres jeunes qui vont s'intéresser un peu à la chose publique aussi aux alentours, parce qu'on va leur montrer qu'ils ont leur place justement concrètement, et qu'on n'est pas là juste de le faire parce qu'on veut s'intéresser vraiment à eux, mais parce qu'on pense réellement que c'est important justement, et que je pense que c'est eux-mêmes qui doivent être leur propre modèle, parce que c'est vrai qu'on fait des rencontres, des meet-up, on va faire venir des personnalités. Oui, on en parlera tout à l'heure des meet-up. Mais je pense que il n'y a rien de mieux qu'un jeune qui parle à un autre jeune. Oui. Et puis, à Vitry, il y a aussi le Vitry Lanta. Oui. Ça, on a organisé ça avec les équipes de la direction jeunesse. On voit des images. Comme le jeu phare qui est sur TF1, on a voulu créer quelque chose comme ça,
au sortant du Covid qui disait qu'il mettait un petit peu en mouvement les jeunes, voilà, accompagner le dynamisme autour des valeurs du sport. Et puis on a essayé de rajouter quand même des choses aussi. On va rajouter un peu tout ce qui est de l'inclusivité avec des épreuves de handisport, juste comme ça, dans Ah des oui. cités, sur des fauteuils, qui mettent des filles aussi dans les équipes comme dans le jeu. Donc on a un peu plus de difficultés des fois à tirer les filles là-dessus, mais elles y viennent. Et c'est vrai que maintenant, voilà, on a la 5e édition cette année. Et on a plus de. L'année dernière, on avait 10 équipes de 8. Donc vous voyez, 80 jeunes qui s'affrontent sur des épreuves sportives, comme dans le jeu, avec des parcours, avec l'épreuve des poteaux. Et c'est vrai on en est très fiers parce que c'est encore eux, justement, ils ont été, vous voyez, quand je vous dis il faut donner envie. Moi, je pense que c'est ça un petit peu, quelles que soient les prises, que ce soit par le biais du sport, la musique, la culture. Dès qu'on donne un jeune envie, qu'on l'écoute, nous on a des jeunes qui font des choses formidables. On a des jeunes artistes qui vont exposer sur Paris aujourd'hui, qui sont devenus galéristes. Enfin voilà, on a des jeunes qui ont vraiment tous les potentiels. Et voilà, c'est comment, avec la puissance publique, on les aide justement à émerger, à s'émanciper et à s'épanouir. Oui. Et puis à le mettre en valeur également. Ça, c'est ce que vous Et disiez à le tout à mettre l'heure. en Ça, valeur. c'est important, oui, effectivement. Monsieur Trisna, alors, vous, on pourrait parler de la création des réseaux de jeunes. Ça, c'est important. C'est un point Ben, important à vos yeux, en fait, on rejoint un petit peu la question qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a tous dans toutes nos villes plein d'actions. Voilà. Mais en fait, nos bonnes idées, en fait, il faut qu'on se les pique un peu plus qu'on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance. Vous allez piquer le Vitry-Lanta? Mais on a d'autres trucs, on va se refiler des choses, il faut qu'on parle après. Non, mais plus sérieusement, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est qu'encore une fois, on a plein de choses offertes par toutes les collectivités, quelles que soient les strates. Oui. Et le département, en fait, on a considéré qu'une de nos missions, c'était aussi d'essayer de regrouper tout le monde, de voir donc toutes les missions jeunesse, d'ailleurs Vitry en fait partie, toutes les villes participent, on les retrouve, on les réunit 2-3 fois par an sur différentes thématiques pour se dire ensemble, bah, concrètement, on a un sujet là-dessus, comment on fait? Un exemple basique, Oui. toutes les collectivités ont un problème pour la gestion des animateurs. On n'avait plus assez d'animateurs. Oui. Et ben on a tous travaillé et en fait on a eu plein d'idées. On a fait des sessions BAFA, et en fait toutes nos collectivités se sont retrouvées, toutes les mairies se retrouvent organisées par le département, nos services se retrouvent et puis s'échangent des bonnes pratiques. Parce qu'en fait souvent les bonnes idées il suffit de se les partager et Oui. c'est vraiment un sujet. On a lancé, c'est moi avec ma casquette adjoint à la jeunesse, on a lancé par exemple une formation babysitting. Ça a l'air de rien, mais on avait un problème tout bête, c'est qu'on avait des enfants, enfin des jeunes qui avaient envie de gagner un peu d'argent en faisant un petit boulot. On avait des familles qui cherchaient un outil permettant d'avoir des babysitters un peu plus que la voisine d'à côté qui ne s'est jamais occupée d'un enfant et qui vient juste de récupérer 20 euros au black. On s'est dit, on va faire l'inverse, on va les former, on va les accompagner. Donc nos services municipaux sont ouverts. Et donc on les accueille dans le centre de loisirs, on les accueille dans nos crèches, on leur explique comment ça marche, grosso modo sur 5 journées complètes. Ce qui fait qu'à la fin, on leur donne une sorte de petit document, une sorte de petit diplôme. On vous a donné les bases pour savoir être babysitter raisonnable. Et bah oui, cette idée toute bête. On s'est un peu inspiré de ce qu'ils faisaient dans d'autres départements. Et puis, il y a d'autres villes du département qui m'ont appelé pour me dire mais ça va pas l'air mal votre truc comme vous faites. Et en fait, ça marche super bien. Et aujourd'hui, moi, j'ai 200 babysitters qu'on peut mettre à disposition des diététiciens et c'est un vrai besoin. Parce qu'en fait, c'est plus rassurant de laisser votre bébé à quelqu'un à qui on a expliqué comment on s'occupe d'un enfant que à la voisine d'à côté. Oui, donc on parlait de passerelle entre jeunes, donc vous faites la passerelle entre les jeunes, puis entre les villes, entre Exactement. chaque collectivité, et ça c'est le rôle essentiel du département. Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on se rend compte assez rapidement qu'on a les mêmes problématiques. Oui. Parce que nos publics se ressemblent quand même beaucoup. C'est-à-dire que on a entre Vitry et Thiers, puisque on a une route qui nous sépare, mais on a des jeunes qui ont les mêmes problématiques, et concrètement, je vous me défie de voir lequel vient de quelle ville quand vous les voyez dans la même salle. Oui, donc, forcément. Et heureusement d'ailleurs. Forcément, et oui, tout à fait. Alors, autre idée que vous pourriez reprendre, c'est la fête du lilas de Vitry également. Oui. Et ben ça, on en est très fiers. C'est vraiment pour nous un moment phare de la ville qui existe depuis longtemps. C'est vrai que l'idée, c'était que avant il y avait effectivement cette grande fête où justement tous les publics se mélangeaient. Et c'est vrai que pour une question, effectivement, elle avait été délocalisée sur les hauts de la ville, les hauteurs de la ville, sur le stade Georges Gosselin. Et puis maintenant, depuis que nous, avec la nouvelle équipe, on est arrivé, on a remis au centre effectivement cette question de la fête de la jeunesse en même temps que pour les plus grands, on va dire. Et c'est vrai qu'on a un succès depuis l'année dernière, enfin depuis maintenant 2021. On a plus de 16 000 jeunes quand même qui viennent communier, fêter autour d'un artiste évidemment. Oui. Et puis c'est vrai qu'on essaie d'y amener à chaque fois avec la direction jeunesse d'autres touches justement. On va mettre un peu en avant la parole des jeunes justement avec le mur d'expression. Cette année, on va essayer de faire quelque chose justement autour des filles, puisqu'on nous dit voilà, on veut que les filles montrent et puis elles donnent souvent le ton. Et donc on voulait justement le mettre en avant et qu'elle soit beaucoup plus visible.
Et on va profiter justement pour interroger tous ces jeunes qu'on a, qui sont sur place, justement, sur des questions bien précises dans la concertation, justement, pour qu'ils participent. Alors, c'est vrai qu'on a tous les âges, hein, quand je vous dis jeunes. D'ailleurs, la question de la jeunesse, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Oui, Avant, on disait 15-25 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on peut même pousser le curseur jusqu'à 30 ans, puisque vous avez des jeunes de 30 ans qui sont toujours chez leurs parents, non pas parce qu'ils ont envie d'y être, mais parce qu'il y a une vraie difficulté, un contexte économique, social et qui est particulier, qui fait que peut-être qu'on on a un peu plus peur de prendre son envol parce que c'est plus difficile de se loger, c'est plus difficile de trouver un emploi, c'est plus difficile de se dire finalement est-ce que je suis bien outillé et armé justement pour confronter. Donc voilà, il y a ce curseur-là et donc c'est vrai que c'est la fête de la jeunesse où on a toute la jeunesse de plus âge, il y a des jeux, tout ça pour eux, et puis là nous c'est ponctué d'un concert avec aussi toujours cette envie d'aller vers les jeunes justement pour leur donner la parole. Dans cette thématique d'aller vers les jeunes, effectivement. Alors on va revenir sur une thématique, alors là on était dans l'espace ludique, on va dire, on va revenir vers l'enseignement, puisque au sein du département, il y a des enfants qui sont issus de milieux quand même plus défavorisés, qui ont des difficultés scolaires, et il faut aider ces enfants. Et donc je veux qu'on parle bien sûr du campus d'excellence qui vous importe, c'est le campus d'excellence Lugerna. Alors, l'idée n'est pas exactement celle que vous venez d'expliquer. En fait, dans nos banlieues et dans nos villes, on a des quartiers en effet défavorisés et on a des pépites. C'est-à-dire qu'on a des gamins qui, simplement, s'ils étaient nés dans un autre quartier, dans une autre ville, ils partaient pas avec les mêmes chances dans la vie. En résumé, un enfant, pardon de caricaturer, mais un enfant qui naît aujourd'hui à Villeneuve-Saint-Georges, à Valenton, n'a pas les mêmes chances qu'un gamin qui ira à Henri IV parce que ses parents habitent au bout de la rue. Oui. Notre question, c'était de voir comment accompagner ça. Et donc, quand j'ai pris les fonctions, j'ai reçu un institut qui s'est lancé dans les quartiers nord de Marseille. Oui. On voit quelques photos d'ailleurs à l'écran en même temps que vous parlez, et vous allez pouvoir nous dire exactement. L'idée, c'était simplement de faire une sorte de deal, en bon français, de contrat moral avec des jeunes dont le corps pédagogique nous ont dit qu'ils avaient des vraies compétences. C'est-à-dire des enfants ou très volontaires, ou bons en cours, et qui avaient besoin du petit plus pour y arriver. Donc en fait, on a travaillé avec aujourd'hui 8 collèges. Quand on est allé voir, le directeur de l'institut est allé les voir, leur a proposé, leur a dit en gros, on vous propose un contrat entre nous, on vous accueille 5 semaines par an, pendant les vacances, en plus. Ça ne vous coûte rien. Par contre, le deal, c'est vous rentrez, vous y êtes pour l'année. C'est-à-dire que par contre, le jour où vous arrêtez, c'est fini. Ils sont accompagnés par des professeurs d'université, des agrégés, des chercheurs, des gens de bon niveau, qui leur apportent 6 heures de cours en plus par jour, pendant 4 jours. Donc pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires. Grosso modo, 3 heures de sciences dites dures, même si c'est plus le bon terme, grosso modo de mathématiques et de sciences, et 3 heures d'humanité, c'est-à-dire en gros majoritairement de la littérature. Oui. Et bien concrètement, ça fait maintenant 3 ans qu'on a participé à ce dispositif, qu'on accompagne, qu'on est ravis d'accompagner. C'est assez incroyable. Moi, je suis allé les voir à plusieurs occasions. Et encore une fois, ce sont des enfants qui ont été choisis parce qu'ils étaient déjà plutôt très bons en cours. Et l'idée, c'est de leur donner vraiment le plus. Ou très volontaires. Et la première fois que j'y suis allé avec ma collègue Marie-France Parrain, qui est la mère de Maison Alfort, et on a été un peu surpris. Il les faisait lire, et en fait, quand un enfant ne savait pas ce que voulait dire le mot, il levait la main. Et on est entré dans la salle, et le mur était recouvert de mots qu'il ne comprenait pas. Parce qu'en fait, simplement en lisant un livre, il n'arrivait pas à comprendre. Et des mots aussi, j'allais dire courants que le mot racine. Il ne savait pas ce que voulait dire une racine. Et puis, quasiment 1 ou 2 fois par an, j'ai le plaisir d'y retourner pour aller discuter avec eux. Parce que, et là, je pense qu'on se partage cet avis. Aller les voir, c'est la meilleure solution pour savoir quel est le sujet. Et concrètement, ces enfants, moi, je suis allé retourner les voir plusieurs fois. Et il y a encore 6 mois, quand on demande à 15 jeunes qui viennent du collège Samuel Paty de Valenton, qui est l'un des collèges les plus difficiles, qui accueille vraiment des publics très défavorisés. Ils ont un des IPS les plus bas du département. L'IPS, voilà, pour l'indice de positionnement social, en gros, c'est des catégories assez défavorisées. Et bien, quand vous leur demandez à ces 15-là qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, et qu'il y en a 3 qui répondent neurochirurgien, je me dis qu'on a peut-être déjà on a allumé l'étincelle qui se dit ils vont y arriver. Parce qu'on va les accompagner, ils se disent que c'est possible. Parce que le vrai cœur du sujet, c'est simplement de se dire ils peuvent y arriver, si on leur donne les moyens, si on les accompagne, ils y arriveront. Et l'Institut, donc, ils ont pris un peu d'avance puisqu'ils sont lancés à Marseille il y a maintenant près de 10 ans. Oui. Eh bien, tous les ans, ils font une sorte de cérémonie de remise de diplôme à la fin. Eh bien, quand vous avez un gamin des quartiers nord de Marseille qui vit en 2e année d'HEC et qui vient dire simplement si j'avais pas eu cet institut,
en fait, je pouvais pas parce que d'abord, je pouvais pas travailler. Parce que je vivais dans un appartement qui n'était pas assez grand. Oui. Donc avoir un temps Oui, calme, parce que ça, c'était un point important également. avoir un moment calme L'environnement, pour oui. pouvoir travailler, j'y arrivais pas. Si on m'avait pas fait confiance, si on m'avait pas dit que c'était possible, en fait, je serais jamais là où je suis aujourd'hui. Et je vous avoue que c'est là qu'on se dit qu'on sert à quelque chose. Et que c'est dans les moments, en tant qu'élu, on se dit peut-être que ça a servi à quelque chose. Oui. Et concrètement, ce moment-là où on se dit, ces enfants-là, alors j'espère qu'une majorité y arriveront. Mais même si on en sauve 10, 15, 20, qui vont au bout du dispositif et qui arrivent, ça sera déjà 10, 15, 20 qui ne seraient pas arrivés différemment. Si on arrive à avoir 180, ça sera encore mieux. Mais c'est vraiment ça l'objectif, c'est qu'on les accompagne, qu'on leur donne les moyens de leur montrer qu'on leur fait confiance et qu'ils peuvent y arriver. Oui, puis ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, ça leur donne aussi d'autres ouvertures en termes d'emploi, Mais bien sûr. de vocation, de carrière future. Ce qui est génial dans ce dispositif, c'est vraiment, ça ouvre totalement le champ des possibles et on leur dit, vous pouvez y arriver. Et on leur ouvre des portes qu'ils n'auraient même pas envisagées. Typiquement, on en parlait un peu tout à l'heure, mais il y a très 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 peu de collégiens qui envisagent un jour d'aller en prépa. Il y en a quasiment aucun qui envisage d'aller dans une grande école. Alors, à voir si réussir dans une grande école, ça veut dire réussir dans la vie. C'est pas le débat. La question, c'est s'ils ont les compétences pour y arriver, ils doivent pouvoir y arriver. Ensuite, ils feront le choix d'y aller ou pas, mais ils doivent pouvoir y arriver. Aujourd'hui, majoritairement, on pense que c'est pas le cas partout. Et là, l'Institut leur donne ce petit plus, cette petite chance, et concrètement, ça marche. Et ce que je vois maintenant depuis 3 ans, c'est que c'est assez incroyable. On a vraiment des enfants qui y croient. Et quand vous avez une collégienne qui me dit deux témoignages qui me semblent très marquants. Une collégienne qui est de Choisy-le-Roi, je crois, qui me dit, vous savez, pour moi, une librairie, c'était un truc de vieux. Et en fait, depuis, maintenant, je vais dans la librairie acheter des livres parce qu'en fait, je me suis rendu compte que lire, c'est un plaisir. Ça veut simplement dire que cette gamine, on lui a même pas tendu la perche. C'est-à-dire qu'en fait, elle découvre un monde qu'elle ne connaissait pas. Un autre, enfin, ça me semble des exemples très symboliques marquant, de ce que ça, de l'impression que ça donne. De la même manière, quand vous avez un collégien, je crois que c'est pour le coup, c'était un collégien de Valenton ou de Villeneuve-Saint-Georges, me disant, mais vous savez, pour la première fois, en fait, on travaille dans le silence. Moi, j'ai quelque chose qui m'a étonné. En fait, ce qui est agréable, c'est qu'on est 15, 20, 30, oui. mais on travaille, on peut travailler dans le silence, et quand on a une question, on peut lever la main pour la poser. Parce qu'en fait, souvent, le problème, et c'est un problème plus général, c'est quand vous avez un enseignant qui a un programme amené, qui sait que, de toute façon, dans son heure de cours, il doit aller de là à là. En fait, il n'a souvent pas le temps de répondre aux questions. Bien sûr. Il doit avancer. Et puis un nombre d'élèves infiniment plus conséquent. C'est aussi une des questions. On est 15 ou 20, oui, bien sûr. Et vraiment, ce dispositif, on l'a testé. Je vous avoue qu'au début, c'est quand même bizarre. Le directeur de l'Institut m'a capté, si vous me passez l'expression, en m'envoyant le premier homme de Camus, puisque l'Institut Louis Germain, c'est le nom de l'instituteur de Camus. C'est l'instituteur de Camus, exactement. Il m'envoie le premier homme, sans rien. Juste dans l'enveloppe, il y avait juste le premier homme. Je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Et puis quelques jours après, j'ai reçu une lettre en me disant, vous avez reçu le premier homme, voilà pourquoi je vous l'ai envoyé. Et donc on a eu un échange. On s'est dit, chiche, on va essayer. Le dispositif a l'air intéressant, essayons. Eh bien, aujourd'hui, 3 ans après, mais heureusement qu'on y est allé. C'est vraiment un dispositif auquel je crois profondément et que je pense qu'on va y arriver. Et on a des enfants vraiment qui sont arrivés en 6e, en 5e, qui aujourd'hui sont au lycée, qui vont être accompagnés pendant ces 7 ans, et dont j'espère après qu'ils iront où ils veulent aller. Parce qu'ils ont acquis les compétences et surtout, ils ont acquis la confiance en eux. C'est-à-dire, vraiment, le cœur du sujet, c'est de leur dire, on croit en vous. Et ce dispositif peut être amené encore à croître au fil des ans ? Alors, c'est une des vraies questions pour vous dire, c'était une des échanges que j'avais avec le directeur ce matin, donc pour voir justement. Alors, nous ne sommes que des aidants, nous l'accompagnons, nous subventionnons, nous lui simplifions la vie en passant les coups de téléphone aux équipes pédagogiques, à la direction académique. Maintenant, c'est l'Institut qui choisira s'il veut s'agrandir, s'il veut se développer ailleurs. Aujourd'hui, il se développe aussi dans l'Essonne. D'ailleurs, ils sont allés un peu trop vite en Essonne par rapport au Val-de-Marne, donc il va falloir qu'on rattrape parce qu'on est un peu en retard. Mais on a vraiment ce sujet-là. Ensuite, si on peut l'agrandir, moi, mon rêve à long terme, ça serait que l'ensemble de nos quasiment 30 collèges de REP+, puissent intégrer. On n'y est pas encore. Sachant que il faut accueillir comme beaucoup d'enfants, et puis c'est un vrai accompagnement. Puis l'idée, c'est pas de faire de la masse pour faire de la masse, c'est qu'il faut aussi avoir des équipes, des profs qui sont là, qui cochent les cases, c'est-à-dire qui sont d'abord sortis souvent de prépa, de classe ou agrégés, mais qui ont aussi cette capacité de se mettre à niveau d'enfants qui ne sont pas leur public habituel. Parce que concrètement, un professeur de prépa aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il soit habitué à croiser un collégien de Valenton. C'est pas vraiment son cœur de cible de départ. Il faut aussi qu'il se découvre. Et il y a vraiment ce sujet-là. Mais ça marche super bien. En tout cas, de ce que vous nous décrivez, oui, c'est vraiment un des résultats
fil des années qui sont de plus en plus importants et bravo pour cette initiative. Et justement, comment est-ce qu'on aide, comment est-ce qu'on peut accompagner justement les Alors, je enfants en vais juste difficulté? rebondir, hein, parce qu'on partage des choses, mais on partage pas tout. Oui, C'est-à-dire que je pense que peut-être l'idée est bonne, mais moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas aider que les élèves les plus méritants. C'est ce que je vous disais, notre Oui, je suis société, d'accord avec vous. si on aide que ceux qui sont bons vont toujours réussir. Parce que quand on est bon, on est doué. Après, il faut mais montrer. même si on vient d'un milieu potentiellement très défavorisé. Mais bien sûr, même si on vient d'un milieu favorisé, il y a des gens, il y a des enfants que je vous ai dit qui sont, c'est certains, c'est inné, c'est-à-dire qu'il y a des choses, Oui. il y a les enfants, ils savent lire déjà, même à 3 ans. Enfin, chez nous, on a ça, vous voyez, Bien on a. sûr. Donc, c'est pas ce problème-là. Moi, je pense que la question du mérite, ça se galvaude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je pense que ce que je vous ai dit tout à l'heure, tous les enfants sont intelligents. C'est ce qu'on va leur mettre dans leurs mains. Et moi, je suis d'accord avec vous. Peut-être qu'il faut encourager avec des politiques, justement, qui vont amener à ce que les parents favorisent le livre plutôt qu'une tablette. Je ne dis pas que la tablette, elle ne doit pas venir, mais je pense qu'elle doit arriver plus tardivement. Ce qu'on doit mettre dans les mains d'un enfant, au départ, c'est effectivement peut-être un livre. C'est ce qui va lui permettre d'acquérir déjà la connaissance des mots, que vous avez dit, le sens des mots, et qui va développer son critique. Parce que quand on comprend le sens des mots, on sait à quel moment on va l'utiliser à bon escient ou pas. Et quand on nous oppose une idée, justement, on peut la contrer, justement, l'idée en lui disant ça, c'est votre vision, c'est pas ce que je partage moi, parce que moi, ma vision, elle est celle-ci. Moi, je pense que ça, c'est important et que ce dispositif-là, il peut être intéressant pour certains élèves, mais je pense qu'il voilà, moi, il faut ouvrir. Et là où je pense que le département, il l'aide, moi, ce que je voyais en tout cas dans mes collèges, il y a 10-15 ans, c'est qu'ils faisaient des actions, justement. Donc, on donne plus de moyens, justement, au collège, justement, de faire des actions où c'est ouvert au plus grand nombre, à ceux qui ont envie, justement, et qui permettent. Moi, j'avais des collèges à Vitry, où, justement, Oui. le collège que vous avez cité tout à l'heure, qui est Jules Vallès, qui ouvrait justement ses portes pendant les vacances scolaires, avec des enseignants volontaires, évidemment, en plus, qui viennent justement permettre à d'autres élèves, soit avec d'autres manières, des ateliers pédagogiques, justement, de progresser dans les matières, justement, où ils avaient un peu plus de difficultés. Mais quand je pense qu'on offre le champ des possibles aux élèves en leur disant, pas toi, t'es le meilleur, et toi, tu es telle aptitude qu'on va te donner un petit peu, mais finalement, une école pour tous, vraiment, qui est inclusive, et pas quelque chose où on va dire, c'est l'égalité des chances. Et je peux vous dire en plus, que oui, dans les milieux favorisés, au niveau statistique, on peut dire que ceux qui réussissent le plus, parce que les parents, mais vous avez aussi beaucoup d'élèves et d'enfants qui sont en échec, qui ne sont pas épanouis, qui ont des problèmes psychologiques parce que on les a forcés à aller dans tel champ que les parents ont souhaité qu'ils aillent, et c'est pas du tout là où les élèves ils veulent les enfants, les jeunes ils veulent aller aujourd'hui. Et on en voit beaucoup d'ailleurs qui ont fait HEC, qui ont fait Polytechnique et qui aujourd'hui vont faire boulanger ou pâtissier et qui sont mécaniciens. On en voit de plus en plus. Mais si, on voit de plus en plus au jour d'aujourd'hui ça aussi. Donc ça veut dire que notre société. Oui, ce sont des erreurs d'orientation. Et je vous dirais, et pour finir, avant de répondre à votre question, et pour finir, ce qui permettrait de donner plus de moyens aux gens, ben justement, c'est quand on construit un logement social de qualité et qu'on lui permet d'avoir un espace justement où il y a une vraie cuisine, où il y a des vraies chambres au jour d'aujourd'hui. C'est ça qui permet à un enfant justement au jour d'aujourd'hui de bien apprendre. Quand il a une vraie chambre et pas les petites chambres comme on fait aujourd'hui, ce qui se faisait. Donc c'est tout ça, donc c'est toutes ces politiques-là qui amènent à la réussite, qui concourent concrètement. Quand on a des difficultés sociales dans son logement, on ne peut pas accueillir. Et heureusement que dans beaucoup de nos villes, il y a les bibliothèques. Nous, notre bibliothèque, on a ouvert les révisions tardivement, comme je vous disais, au préalable, jusqu'à 22h. Et ça fait depuis 15-20 ans qu'on le fait. Parce qu'on s'est aperçu, justement, cette problématique-là. À la maison, c'est pas très calme. Et ben, on donne l'accès au lieu, justement, pour permettre au plus grand nombre, justement, parce que l'idée du grand nombre, c'est pas de faire de la masse, c'est de dire que finalement, on a une politique qui encourage et qui est volontariste, justement, sur ces sujets-là. Le sujet sociétal, c'est comment, au jour d'aujourd'hui, on fait pour qu'on donne envie aux jeunes et aux familles, justement, de prendre tous les espaces qu'il y a, justement, pour permettre la réussite de leurs enfants. Oui. Monsieur Trisna voulait répondre. Oui, parce que alors d'abord une petite correction. Déjà, c'est pas les bons élèves, c'est les bons élèves, oui, mais c'est aussi les élèves volontaires qui ont envie de travailler. Ce qui est déjà une petite nuance. Ensuite, c'est pas un dispositif et uniquement ça. Le département a 42 actions éducatives. Oui. Donc des actions, on en porte énormément, qui justement répondent aux différents besoins. Et l'objectif, c'est que c'est un dispositif parmi d'autres. Par contre, oui, et là on a en effet un différent. Je ne pense pas aujourd'hui, tout au moins je pense que les choses ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que je ne pense pas aujourd'hui, quand on a un gamin qui sort de nos villes, et même d'ailleurs pas forcément des villes très défavorisées, même de nos villes, on vous répondra partout, oui, mais il y en a un que j'ai envoyé à Henri IV il y a 2 ans. Oui, il y en a un que j'ai envoyé à Henri IV il y a 10 ans. C'est vrai, mais c'est un. Et le vrai sujet, c'est que moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on n'ait pas besoin de ce genre de dispositif et que ça soit ouvert à tout le monde et qu'on y arrive. Sauf que les statistiques qu'on a parlé tout à l'heure sont là. C'est pas vrai. Aujourd'hui, et encore une fois, il y a différentes manières de réussir.
aujourd'hui, si on considère qu'une des réussites, c'est de réussir les grandes écoles, il n'y a pas, ou quasiment pas, d'enfants de nos banlieues dans les grandes écoles. Ou du moins en pourcentage, extrêmement peu. Et un exemple type du faux semblant de l'entrée des banlieues, ça a été le choix de Sciences Po il y a quelques années. Oui. Où en gros, je pense qu'on a fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Il fallait permettre à des gamins de nos banlieues de réussir le concours en leur donnant les moyens d'y arriver. Et pas faire ce qu'on a fait l'inverse, c'est-à-dire leur donner une fausse passerelle qui fait qu'en fait, quand ils rentrent à Sciences Po, j'étais dans les années où ça commençait. Oui. C'est ma génération qui était, c'est-à-dire j'ai plein de copains qui étaient à ce moment-là. On a créé une discrimination dans Sciences Po à la place. C'est-à-dire la discrimination se fait peu à l'entrée, elle se fait dedans. Vous avez ceux qui étaient dit à l'époque en catégorie REP, et puis les autres. Alors, Il n'y a pas de mixité notre job, au sein notre besoin, de c'est de leur donner. l'établissement, C'est peut-être qu'au départ, on n'a malheureusement pas tous les mêmes chances dans la vie. Leur donner autant que possible les chances pour arriver à compenser. oui. C'est ça vraiment le but. Et encore une fois, ce n'est qu'un dispositif parmi d'autres. Je suis d'accord avec vous que des élèves qui ont des difficultés scolaires, il faut les accompagner. D'ailleurs, le département soutient différents dispositifs sur le Bien sujet. sûr. Il y a aussi une ouverture sur le monde par d'autres choses, parce qu'obligatoirement, et là je vous rejoins, la réussite, c'est pas que réussir à les grandes écoles, loin de là. Et d'ailleurs, on gagnerait beaucoup si l'éducation nationale évoluait réellement et arrêtait d'envoyer dans le professionnel des gens qui sont mauvais dans le général, mais plutôt dans le professionnel des gens qui ont envie d'y aller. Parce que le nombre de gamins brillants ou bons en cours qui rêveraient de devenir boulanger et qui ont dit non, mais toi c'est trop bon, faut que tu aies le bac, ça aussi, c'est aussi un sujet. Mais ça, c'est un autre débat, c'est une autre réflexion. L'objectif, c'est d'avoir une sorte de tableau impressionniste avec plein de petits points, de petites choses qu'on met à côté des autres pour répondre à un besoin général. Et pour avoir un objectif, mon inquiétude, c'est quand on a une vision qui est celle que vous donniez, qui est sans doute vraie dans un monde idéal, je serais ravi d'être d'accord avec vous. Mais mon inquiétude, c'est que l'idée que tout le monde y arrivera, au final, personne n'y arrive. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde la situation chez nous, on n'a pas concrètement, malheureusement, et je le regrette, je suis le premier à le regretter, on ne met pas assez en avant et on n'a pas assez de jeunes de nos banlieues qui sont aussi compétents que les autres qui arrivent. C'est ça mon inquiétude. Et là, je comprends qu'on a un désaccord. Oui, on a un désaccord profond, effectivement, et je vais enfoncer le clou, effectivement, sur ce désaccord, en vous disant non, moi j'ai tous les jours les exemples des jeunes qui réussissent chez nous, qui sont entrepreneurs, qui font des choses, qui sont directeurs dans des instituts. C'est pour ça que je vous dis, il faut pas se fier qu'aux statistiques. Les statistiques, c'est celles qu'on veut donner, et c'est celles qu'on veut montrer. En plus, vous savez très bien comment on peut manipuler les statistiques. Après, c'est vrai que pour changer une donne, il faut mettre les moyens sur quelque chose. Mais est-ce que dans notre société, qui a décrété qu'il fallait que tous nos gamins de banlieue aillent dans les grandes écoles? C'est ce que je vous dis. C'est pas ça que j'ai dit. Pardonnez-moi. Moi, c'est ça que je veux dire. Fondamentalement, c'est là où ce que je dis, c'est que les jeunes, il faut leur donner les perspectives. Les perspectives, ils iront l'apprendre où est-ce qu'ils veulent aller. S'il y a un jeune maintenant qui a fait ce que vous dites, ce dispositif-là, qui veut devenir neurochirurgien, très bien. S'il ne veut pas devenir neurochirurgien et qu'il préfère devenir mécanicien et qu'il est content dans sa vie et qu'il est heureux dans ta vie, mais on est d'accord. donc c'est plutôt ce principe-là. Maintenant, effectivement, on va encourager, on va favoriser le maximum de jeunes à aller le plus loin possible dans les études. Mais ce que je vous dis, ce prisme de dire que ce sont les études qui font les gens. Moi, je ne partage pas ça, parce que c'est pas ça. Je pense que dans notre vie, on a contacté, on a vu plein de gens qui ont réussi dans leur vie, ce que je vous dis tout à l'heure, en étant autodidactes. Ils n'ont pas été à l'école. Donc, ils savaient bien dire ce que je vous dis tout à l'heure, que tous les enfants sont doués d'une intelligence. S'il n'a pas cette intelligence-là, en autodidacte, il ne peut pas apprendre à coder aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Donc, et ça, quels que soient les filles et les garçons. Donc, de dire ce prisme que c'est que les grandes études qui permettent d'être polytechniciens. Et en plus, que je vous disais, c'est pareil, ça aussi. C'est encore un schéma et un prisme où on fait faire croire que le polytechnicien, et c'est ce qu'on veut dans nos sociétés, on fait faire croire qu'ils auront une meilleure manière de penser ou d'agir ou de faire des choses, ou ce seront effectivement des gens qui seront plus regardants, peut-être plus méritants que d'autres personnes qui finalement n'ont pas la même activité, qui font choses, mais qui sont très épanouis, qui sont très heureux. Qu'est-ce qu'on veut pour notre société? Est-ce qu'on veut une société où il n'y a que des polytechniciens? Ou est-ce qu'on veut une société où effectivement il va falloir trouver d'autres gens qui vont faire le métier que d'autres ne veulent pas faire? Parce que c'est ça la vraie question aujourd'hui. Mais parce que le pression n'est pas là. La question, pardonnez-moi, c'est pas du tout ce que j'ai dit et je crois qu'on s'est pas compris. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tous les gamins fassent Polytechnique. Je suis en train de dire que ceux qui pourraient y arriver doivent pouvoir y arriver. Et je dis qu'aujourd'hui, malheureusement dans nos banlieues, ceux qui pourraient y arriver n'ont pas forcément la possibilité d'y arriver. C'est ça le débat. Et qu'ensuite, encore une fois, s'ils ont envie de faire autre chose, ils ont des compétences et des envies, je suis à 100% d'accord avec vous, il faut qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il faut... Mais pour ça, il faut qu'on leur ouvre le champ des possibles et qu'on leur montre ce qui est possible, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, dans ma ville, le choix des possibles est ouvert.
Parce qu'on monte, il y a plein de choses, il y a plein d'initiatives. Il y a cette passerelle que vous dites à Sciences Po, elle existe depuis au moins 20 ans, nous, dans le lycée Jean Massé, vous voyez. Et donc, nous avons plein de jeunes qui sont été à Sciences Po, qui sont polytechniciens. Nous avons des jeunes qui ont fait de grandes études à Henri IV, aujourd'hui, qui enseignent même dans les universités. Donc, je vous dis, ce champ des possibles, il est ouvert. Maintenant, c'est comment on rend ça visible. Moi, c'est plutôt ça qui est plutôt le point d'orgue pour moi, plutôt. C'est comment on rend cette visibilité-là pour que, justement, les jeunes peuvent dire, je me projette, je me positionne, parce que, justement, ça me semble intéressant pour moi. J'y ai vraiment d'apporter ma part d'édifice, que de donner un canal qu'on dit, c'est celui-là qu'il faut passer. Vous voyez, c'est comme le canal de Panama. Voilà, c'est par là que vous devez passer. C'est comme ça que le commerce il va se faire. Si vous passez pas par là, ça va pas se faire. Oui, il faut que ça ait valeur d'exemple, en fait. Bien sûr. Et justement, comment la ville peut aider à mettre en valeur les réussites C'est par les rencontres. Oui. Par les mises en visibilité, justement, c'est ce qu'on là, on a fait le forum de l'emploi il y a... Voilà, vous me faites la passerelle, voilà, je voulais justement y venir. On a fait un forum de l'emploi mercredi dernier, on a eu plus de 800 personnes qui étaient là, et on a justement fait la part belle en visibilité avec un échange autour de, justement, de quelque chose de filmé, où on a 2 jeunes entrepreneurs de la ville, oui. Une jeune fille et un garçon qui sont venus justement parler de leur parcours, justement. La jeune fille qui expliquait, je me souviens très bien de son prénom, Pearl, oui. qui disait qu'elle n'a pas fait de grandes études, elle n'a même pas un CAP. Et aujourd'hui, elle dirige des hommes et des femmes. Elle a une société de production dans le domaine musical et audiovisuel où elle fait passer des castings, elle fait des tournages de clips, elle doit s'occuper de la gestion, elle manage je ne sais plus combien. Et tout ça, vous voyez, sans avoir fait des études là-dedans. Donc, et elle disait que le point le plus important, c'est la confiance en soi, c'est l'estime en soi. L'estime de soi. Et donc moi, c'est quelque chose justement qu'on essaie de développer une politique là-dessus. On va travailler sur l'estime de soi. Comment on donne à nos jeunes le fait de ne pas vouloir ressembler à un tel et faire le sujet du miroir, mais plutôt qu'ils se découvrent eux et qu'ils se disent finalement, moi je suis quelqu'un, même si dans l'œil des gens, finalement tel métier ou telle activité est moins sexy et moins instagrammable, mais moi je suis content de le faire parce que ça me rend heureux, je m'épanouis et puis je peux y vivre également de ce métier-là. C'est ça qui est le plus important. C'est comme ça qu'on construit une société un peu égalitaire. C'est pas en faisant ce parti pris, justement, de ce canal-là où on dit tout le monde s'engouffre, tout le monde veut faire du droit. Hein. Moi, j'ai tous les jeunes, les étudiants de chez moi qui veulent faire du droit. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont passés par Parcoursup pour aller faire du droit aujourd'hui en France. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Ils veulent tous faire du droit et comment on choisit ? On dit qu'on choisit les meilleurs. Est-ce que c'est vraiment les meilleurs ? Sur quels critères on se base ? On se base sur la question de la notation. On ne se base pas sur la question de l'envie. Pourquoi l'envie de faire du droit ? Je n'ai pas dit maintenant que celui qui a envie de faire du droit pour gagner de l'argent, c'est moins bien que celui qui a envie de le faire pour l'autre, pour défendre des valeurs. Je dis juste qu'aujourd'hui, comment on place ce curseur-là ? On a des jeunes qui ont envie de faire médecine. Il y a un numerus clausus ici en France aujourd'hui. C'est ça la réalité. Donc moi, je veux bien qu'on me dise après que j'ai des idées un petit peu, mais c'est comme ça la réalité aujourd'hui. Alors, mais bon, je crois qu'on a d'autres sujets, mais pardonnez-moi, justement, en réalité, on dit la même chose, et ce que je vous dis, c'est simplement qu'on peut leur permettre de le faire. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir choisir. Et malheureusement, aujourd'hui, dans un grand nombre de cas, ils ne vont pas choisir. Et d'ailleurs, l'exemple que vous venez de donner est extrêmement symbolique. Oui, ils réussissent, mais ils réussissent par d'autres biais. Tant mieux, et c'est très très bien qu'ils y arrivent. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse leur permettre de le faire par aussi en choisissant les schémas classiques qui aujourd'hui ne leur sont pas proposés. C'est ça que je dis. C'est que, et s'ils veulent réussir différemment, tant mieux. J'ai pas fait une grande école, hein, et moi j'ai pas l'impression d'avoir loupé ma vie. Ce que je dis par contre, c'est que celui qui a les compétences d'y arriver doit pouvoir y arriver s'il en a envie. Et aujourd'hui, je crains que ce soit pas le cas. C'est ça, c'est ça le seul débat. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. Et donc, ça veut dire que si quelqu'un a envie aujourd'hui, il peut arriver malgré le schéma classique. Je pense que justement, on doit se défaire de ça. Je pense qu'il y a un socle de compétences. Ça, c'est immuable, parce que quand on a ce socle de compétences, quand un élève sait lire, écrire, compter, et réfléchir à avoir cet esprit critique, il peut faire ce qu'il veut, parce qu'il a ce socle de base, de compétences qui lui permet de faire ce qu'il veut, et de retransformer à l'infini ce qu'il voudrait. C'est comme un pâtissier qui a un célèbre pâtissier, il peut réinventer les recettes, même si la Madeleine de Proust, même si tel gâteau doit se faire de telle manière, ou une crème chibousse doit se faire de telle manière, mais s'il peut la réinventer, la crème chibousse, en faisant autre chose, du moment qu'il a les bases, et qu'il sait c'est quoi les éléments de base, les ingrédients de base qu'il faut faire, il pourra réinventer. Et moi, je pense que c'est dans ce carcan-là, justement, qu'on s'enferme, si on ne permet pas aux gens d'avoir ces bases-là, et puis ces bases-là, elles s'acquièrent sur le cheminement que les gens ont choisi. Vous pourrez, de toute façon, c'est comme le choix des parents, ils veulent que leurs enfants fassent telles études, ils vont le faire pour leurs parents au début, et puis après, il y a quelque chose qui va revenir, et ça, on le voit même dans le cadre des métiers. Aujourd'hui, les gens ont fait exercer un métier, et ils changent. Pourquoi ? Parce qu'ils vous disent fondamentalement,
Ce n'est pas moi, c'est quelque chose que j'ai choisi, que j'ai suivi la voie que mon père on m'avait dit de faire, mais c'est pas ce que moi je voulais. Et moi je pense que dans ce schéma-là, c'est ce que je vous disais, je ne conviens pas qu'un schéma classique qu'on donne, hein, mais je pense que fondamentalement, on ne doit pas effectivement on doit laisser les jeunes penser par eux-mêmes et faire leur choix. Et le choix, il faut qu'il soit mis sur la table, tout simplement. Je pense qu'effectivement, c'est ce choix-là qui doit être mis sur la table. S'il n'est pas mis sur la table, effectivement, là, ça crée des inégalités. Oui. Effectivement. Alors là, bon, on pourrait vous laisser continuer parce que je pense qu'il y a effectivement quelques désaccords, comme vous le disiez, et on va avancer parce que et la démocratie. Effectivement. Mais voilà, je voulais aussi puisqu'on parlait tout à l'heure des micro-forums de l'emploi, parce que c'est bien d'aider. On parle de l'éducation, c'est bien, mais il faut aussi aider et accompagner les jeunes quand ils arrivent au moment de choisir leur orientation professionnelle. Et puis il faut les accompagner via une politique du logement aussi au niveau des logements. Ah bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Voilà. c'est-à-dire que le jeune, on lui dit toujours, il faut qu'il se projette, il faut qu'il trouve un travail, et puis on lui dit, puis t'as tel âge, il faudra quitter le logement. Enfin, tous les parents ne disent pas ça. Aujourd'hui, on voit bien les difficultés. Il faut se marier, vous voyez, c'est un peu le modèle, voilà. Or qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, tous ces modèles-là, c'est tombé. Et donc, la politique du logement, elle est importante pour les jeunes, justement, et c'est en favorisant justement des foyers jeunes travailleurs, Oui. des logements aussi pour les étudiants qui poursuivent leurs études en alternance, des choses comme ça, et c'est en multipliant ce type de justement de politique de logement volontariste qu'on permet à des jeunes justement qui ont une petite rentrée d'argent parce qu'ils sont soit en alternance dans leur activité ou soit qu'ils prennent un job en même temps dans leur études, qui puissent quitter le cocon familial, pas pour leur dire qu'il faut vraiment le faire, mais c'est une manière pour eux aussi de se construire. C'est une manière de se construire pour eux, d'apprendre à gérer un budget, de payer quelque chose. Finalement, c'est plus les parents. Là, je suis livré à moi-même, je vais devoir me nourrir. Souvent, ils se nourrissent mal, parce que justement, aujourd'hui, c'est la politique d'ubérisation, la malbouffe, avec des produits aussi qui coûtent cher, faut le dire. Et on s'en est beaucoup aperçu, notamment avec la question du Covid. On a bien vu, là, il y a beaucoup d'études qui ont été menées, mais on voit très bien que les étudiants en France, aujourd'hui, se nourrissent très très mal. Ils achètent des bonbons, vous achetez des viennoiseries, enfin, pas des choses qui nourrissantes et qui vont justement leur permettre justement de bien poursuivre leur activité. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que justement, on a une politique où on a des logements étudiants, Oui. on a des logements des foyers jeunes travailleurs, avec Proche des commerces, proche des transports proche des aussi. transports, bah oui, parce que c'est la C'est meilleure important. manière pour eux justement d'aller sur le lieu de leur formation. Et également, on a des campus, on a l'éco-campus justement qui est à côté du tram 7. Oui. On a également l'université qui est proche, à nouveau de Chériou, le collège le domaine Chériou départemental. Donc effectivement, il faut construire ces logements-là, mais il faut amener aussi la mobilité aussi pour ces jeunes-là, parce que sinon ça va être très compliqué. Vous avez bien vu aujourd'hui, pour se déplacer entre le département, vivement qu'on arrive à avoir la ligne 15 et les lignes automatisées qui vont avoir du Grand Paris, parce que ça permet de traverser la banlieue en banlieue sans faire les détours par Paris. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire comment on construit du logement qui accessible à des coûts justement où les jeunes peuvent se loger et en même temps d'avoir les transports puisqu'ils sont vitaux pour eux justement s'ils doivent se mouvoir. Oui, totalement. Alors, on approche du terme de cette émission, mais je veux qu'on mette en avant aussi deux belles initiatives, à la fois du département et puis de Vitry. Alors, on va commencer par le département. On va parler du concours d'éloquence. Je sais que voilà, vous êtes d'ailleurs membre du jury. Alors, on va regarder quelques images de cette dernière édition, qui est la deuxième d'ailleurs du concours d'éloquence. On va regarder. Je vous en dis quelques mots après. Alors voilà, le concours d'éloquence, on vient de voir quelques images. Alors il faut savoir que le 4 avril 2025, c'est le collège Aimé Césaire de Villejuif nous y sommes d'ailleurs, Armada étant à Villejuif. Alors on va saluer les deux collégiennes d'ailleurs de Villejuif qui ont remporté cette finale, c'est Joséphine et Madjalia. Et puis le jury a également décerné un coup de cœur à Roussilia qui représentait le collège Léon Blum. Exactement. Je veux que vous nous parliez de cette initiative. En fait, Belle justement, initiative. ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir une multiplication d'actions. Oui. Et le concours d'éloquence, l'objectif, c'est de montrer qu'on peut réussir autrement que simplement par les études.
et de montrer quand on a la tchatch, Oui. on peut réussir. Et concrètement, et puis accessoirement, c'est aussi de montrer que nous avons un département très divers, très mixte, et que c'est assez génial d'avoir une finale. Par exemple, l'année dernière, la finale, c'était Samandé contre Vitry et Villeneuve-le-Roi. Concrètement, on ne pouvait pas faire plus représentatif de ce département. Oui. Et c'était assez génial. Et les gamins de ces différents collèges, les collégiens de ces différents collèges, avaient des compétences impressionnantes. Ils prenaient la parole, vous avez les images, devant un jury où il y a non seulement le jury, ça c'est 4 personnes, c'est relativement simple, mais il y a aussi les 5 classes des collèges qui participent. Donc ils prennent la parole devant 200 personnes, avec un micro, ce qui n'est pas forcément le plus simple, et on leur laisse 5 minutes pour arriver à nous convaincre. Oui. Eh bien, et il parle sur quel... Alors, vous donnez une thématique, c'est ça? En fait, tous les ans, on choisit une thématique de l'année. Par exemple, Oui. pour l'année 2025, c'était l'école du futur. Oui. Comment vous voyez l'école dans les années qui viennent? C'est très intéressant de voir que certains arrêtaient les notations, certains, au contraire, voulaient une école ouverte, totalement ouverte. Enfin, il y avait vraiment une vision, mais ils défendaient leur argumentation. C'était pas simplement « je crois en ». C'était voilà pourquoi on devrait faire telle et telle chose. Oui, c'est un dialogue construit. Et c'était vraiment un dialogue construit, argumenté, réfléchi, avec du concret, avec des idées personnelles, et vraiment une vision, une vraie volonté d'argumentation. Et qui permettait, parce qu'en plus vous disiez, et vous avez raison, vous mettiez en avant les deux collégiennes qui ont gagné. En réalité, c'est pas elles qui ont gagné, c'est le collège. Parce que ce qui est assez génial dans ce dispositif, c'est qu'au fur et à mesure, ça devient les mascottes du collège. Et d'ailleurs, c'est le collège lui-même qui vient. Les principaux des collèges accompagnent leurs équipes, ce qui n'est pas une obligation. Ils sont tous là. Ils viennent chercher leur médaille et ils récupèrent la coupe en disant elle vient au collège, elle ne va pas chez les collégiens parce que l'année prochaine on va y retourner pour regagner. Et ça crée vraiment cette volonté de compétition, mais de compétition très positive. C'est-à-dire que vraiment, les collégiens sont ravis de participer. Moi, je garde le souvenir d'une demi-finale où une collégienne me disait mais en plus c'est génial, on voit des copains qu'on verra jamais parce que le collège il est à 3 km, on les connaît pas ces jeunes. Oui. Même chose, ça fait des passerelles, voilà. Et de débattre sur le même sujet parce que encore une fois, l'exercice n'est pas simple. Prendre la parole devant 200 personnes et défendre un argumentaire, c'est pas le plus simple. En plus, souvent certains le font sans notes. 5 minutes sans notes, chapeau. Bravo. Oui. Et franchement, ça rend un avis. Et tous les ans, on a dans le jury, alors, avec ma collègue la mère Maison Alfort, on siège pour tous les ans, mais on a des nouveaux jurys. Par exemple, cette année, on avait le directeur de cabinet du préfet qui est venu et qui était assez surpris de la qualité d'argumentation parce que il n'est pas évident qu'un enfant de 4e soit capable de faire un argumentaire précis, réfléchi, devant tout le monde, avec le ton, avec la bonne diction, en partant d'un point A pour aller vers un point B. Franchement, ils ont été assez exceptionnels. Et c'est vrai que je trouve très symbolique cette idée. Quand on a Villeneuve-le-Roi qui a gagné l'année dernière et Villejuif qui gagne cette année, et d'ailleurs Villejuif avait battu en demi-finale, avait battu Villeneuve-le-Roi en demi-finale. Donc, mais c'est très amusant et vraiment ça participe. On a une grosse vingtaine de collèges qui participent tous les ans. L'objectif c'est qu'on en ait de plus en plus, puisque le but c'est que les 108 collèges puissent rentrer dans l'histoire et vraiment qu'en fait ça devienne vraiment un enjeu départemental. Ça l'est un petit peu. L'objectif c'est que ça le devienne de plus en plus. Oui, c'est une magnifique initiative, donc bravo, bravo au département et donc longue vie à ce concours d'éloquence là qui en est donc à sa 2e édition. Et il y en aura bien une 3e. Et il y en aura bien une 3e, voilà. Et on la suivra avec beaucoup d'intérêt. Et donc autre belle initiative cette fois-ci, on va à Vitry. Vous l'évoquiez à demi-mot, ce sont les meet-up. Et ça, je voulais que vous nous expliquiez les meet-up. On a une petite les photo. Rencontres. L'idée, effectivement, c'est d'avoir une personnalité ou pas, mais en tout cas quelqu'un qui peut être inspirant pour les jeunes et sur lequel ils vont pouvoir soit voir un modèle, en tout cas, ou quelque chose, une idée qui va faire germer, qui va se dire, finalement, cette personne-là, elle a eu tel parcours, pas facile, mais qui a montré justement de l'envie, de la détermination et de s'accrocher à un rêve quand même, parce que ce qui est dans ce monde, justement, dans les schémas classiques, c'est que ça ne laisse pas part au rêve. Et que je pense que les enfants, moi je trouve ça formidable, c'est que les enfants ils rêvent beaucoup. C'est quand on devient adulte qu'on ne rêve plus. Oui. Mais justement, c'est là où tombe le champ des possibles, et justement, et c'est là l'inégalité elle se creuse, justement. Parce que ceux qui croient à leur rêve et qui s'y accrochent, ils y arrivent. Le rêve, c'est pas toujours d'avoir le succès et d'arriver toujours au premier, au bout de la ligne d'arrivée. Celui qui croit en son rêve, c'est celui qui a passé la ligne, même s'il est dernier. Parce qu'il a fait l'objectif sur lequel il s'était fixé. Je veux faire la course, j'ai terminé ma course. Même si je ne suis pas arrivé premier, j'ai terminé ma course. Donc il a été au bout de lui-même. Et donc l'idée du meet-up, c'est justement d'avoir des personnalités de la ville. Là, nous, on a une ville, effectivement, où l'art et la culture, notamment avec tout ce qui est au niveau de l'art du hip-hop, avec des groupes mythiques comme on a comme 113, où on a eu Rimka qui est venu et qui a dit, quand on l'a contacté, moi je viens avec plaisir, ma ville,
parler à des jeunes de mon parcours, leur montrer d'où je venais. En plus, ce qui était symbolique, c'était qu'en plus, on a pu le faire dans la rue où il habitait, où on a construit un conservatoire, des écoles municipales artistiques. Donc, il était là où il habitait un petit peu auparavant, et qui est venu 30 ans après parler à d'autres jeunes de son parcours, et qu'est-ce qui est le plus important pour eux, justement, c'est de croire en eux, et de dire que finalement, la musique, oui, c'est bien, mais il y a bien d'autres choses dans lesquelles ils peuvent se parfaire, notamment en faisant des études, en devenant avocat, en devenant faire des métiers sur lesquels ils ne sont pas imaginés ou projetés, mais en tout cas leur dire qu'il faut croire en eux. Et donc, et la deuxième personne qu'on a invitée, c'est Lilian Thuram, qui est venu justement et qui avait cette approche, vous voyez, très facile avec les jeunes et moins jeunes, puisqu'on avait des moins jeunes qui étaient venus aussi. C'est ouvert à tout le monde. Oui, parce que c'est ouvert à tous les âges. Oui. Et qui a eu un discours, je trouvais, très, très, très sincère et très adapté aux gens, où finalement c'était pas le footballeur qui venait parler, c'était pas l'homme de télé qu'on voit ou qui écrit, mais finalement c'est quelqu'un comme tout le monde, et qui a parlé justement de son parcours, de son enfance en Guadeloupe, de son éducation avec sa mère qu'il a élevée tout seul, et qu'est-ce qui lui a permis au jour d'aujourd'hui d'être qui il est au jour d'aujourd'hui. Et donc je trouve ça formidable. Et le prochain, justement, on va le faire avec la jeune fille qui s'appelle Pearl, justement, Oui. justement qui n'est pas une grosse personnalité, mais en tout cas qui est une personnalité pour nous, parce qu'elle va témoigner justement de son parcours et comment elle arrive justement, elle, entrepreneur aujourd'hui, à manager beaucoup d'hommes, justement d'hommes et de femmes, et comment elle est arrivée à faire tout ça. Et on trouve que ce témoignage, ouais, c'est un peu comme le concours d'éloquence, que je trouve très bien aussi, parce que ça permet aux jeunes de justement prendre confiance en eux, et justement le fait de savoir s'exprimer, de parler en public, de pas avoir peur justement d'exposer une idée, et ben c'est un peu ça. Et donc comment on fait germer ces petites idées-là, et quand on fait un concours d'éloquence ou quand on fait un meet-up, et ben on permet de faire germer dans l'idée, dans la tête d'un jeune, de dire le prochain c'est peut-être moi. Et oui, c'est une belle conclusion en fait. Voilà, et on va faire grimper l'estime de soi. Vous en parliez tout à l'heure, et je pense que via ces deux initiatives, ça permet aux jeunes de gagner en assurance et puis d'ouvrir le champ des possibles pour leur futur. En tout cas, bravo. Bravo à vous deux, bravo pour toutes ces initiatives. On arrive au terme de l'émission, donc je tiens vraiment à vous remercier parce que c'était vraiment très très intéressant. On voit que ce sont des actions concrètes. Donc merci infiniment, merci Nicolas Tresna, merci Luc Ladir. C'est un plaisir de vous avoir eu tous les deux sur le plateau. C'était un plaisir de participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors je vais vous remercier, vous aussi qui nous avez suivis. Vraiment, c'était une thématique très très intéressante avec des invités pertinents. Donc je vais remercier. Et avant de le remercier, je vais dire, puisqu'on parle de la réussite des jeunes des banlieues, je vais dire un petit mot pour mon réalisateur. Parce que voilà, vous ne le voyez pas, il est de l'autre côté de la caméra. Il s'appelle Eric Muresan. Eric, il a commencé ici à la station, il avait 16 ans. Il en a 17 aujourd'hui. C'est un réalisateur extrêmement brillant, avec qui je travaille depuis le début de Place des Enjeux. J'en suis très heureuse parce que nous travaillons dans une parfaite collaboration, lui et moi. Et je sais qu'il aura un très bel avenir dans ce métier. Donc, vous voyez, on peut réussir dans toutes les strates des métiers. Et puis, bravo Eric, merci à toi parce que tu as été extrêmement performant aujourd'hui avec toutes les photos et les vidéos. Merci Eric. Et puis, merci bien évidemment à Rabat Baloul, notre directeur qui était présent sur le plateau. Merci à Éric Durand qui est à la communication. Merci au public également qui est venu nous rejoindre. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Place des Enjeux.